Tout le monde va bien? Bienvenue, Monia, bienvenue parmi nous. Voilà. Alors, Monia, ici, il crie trop fort, j'ai ça pour toi. C'est pas le genre de la maison. Mais c'est surtout William, moi un peu, mais surtout William. C'est un bel organe. Alors, mes enfants, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour vous? Il y a eu le Garrido Gate. Ah, le Garrido Gate. C'est énorme. J'ai trouvé vraiment la capacité d'investigation des confrères incroyable. Et c'est vrai que c'est, comment dire, une belle polémique comme on aime en avoir en France, avec une presse qui se surpasse tous les jours. Alors, on a avec nous, en fait, une politique. Et c'est les politiques, de toute façon, par définition, je suis désolé, je t'adore, mais les politiques, ils mentent. Voilà. Donc, voilà, elle nous a dit qu'elle allait avoir beaucoup de gens à la manif. Voilà, c'est comme ça. Et oui, pas. mais attends. Elle fait son boulot. Non, mais tu vois, nous, on est là... Ce qu'il faut dire aux gens, non, mais ce qu'il faut dire pour clouer le bec à cette histoire de Raquel Gate ou de Garrido Gate, c'est que, bien évidemment, s'il n'y avait eu personne à cette manifestation, on l'aurait coupé le dimanche matin. On n'est pas complètement bien sûr, con. bien sûr. Ça a marché, au fait? Oui. Bien sûr. Moi, ce qui m'a surpris, surtout de la part de ces quelques journalistes qui ont joué les Vierges effarouchées, c'est que on est là dans un cadre convenu, hein, qui est celui des émissions préenregistrées. Oui. Bon, mais on fait tous semblant qu'on est dimanche, parce qu'à la maison, les gens... C'est pas du direct? Ah merde. C'est pour ça que je sais pas à quelle heure elle passe cette émission. Voilà, c'est comme, je sais pas, quand il y a le décompte du jour de l'an, là, 10, 9, 8, machin, bah, c'est tourné en novembre. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Le jeudi à 15h. Non, mais j'espère. Donc voilà, ça enlève un peu de la magie, bien entendu. Là, par exemple, je sais pas, moi, je suis surmaquillée, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Bon, très bien coiffé quand même. Mon brushing, c'est pas celui que je porte tous les jours dans la vraie vie. Peut-être qu'on va vous voyer alors que derrière, on va se tutoyer. Bon, voilà, il y a des conventions et on fait avec. Bon, après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis basée sur des éléments objectifs. Quand on a tourné le jeudi, moi, je sais que la manifestation, la marche, elle est réussie. Pourquoi? Parce qu'elle ne sort pas de l'œuf. Ça s'organise. Ça s'organise, bien entendu. Et on ne met pas des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris comme ça. Donc moi, quand on tourne cette séquence, je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà inscrites dans les cars, qui sont inscrites sur les groupes, en ligne, qui ont donné des dizaines de milliers d'euros pour que d'autres personnes viennent. Bon, donc je ne prends pas beaucoup de risques, mais cela dit, comme vous l'avez dit Thierry, si je m'étais lourdement trompée, on l'aurait coupé, matin, de sorte que dimanche, quand c'est diffusé, je dis la vérité. Voilà, c'est quand même ça qui compte, je pense, pour le téléspectateur. Mais on a eu. C'est vrai qu'on a passé une semaine incroyable où on avait l'impression qu'en France, il y avait deux choses importantes, le Nolwenn Gate d'un côté et le Raquel Gate de l'autre, comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Mais moi j'ai envie quand même de dire une petite chose, c'est-à-dire que j'espère que tu as le cuir très 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 épais, parce que tu t'en payes quand même, depuis que tu as commencé dans cette émission, tu t'en prends plein la gueule. Et je vais te dire, il y a une raison de venir, en dehors d'être en si bonne compagnie avec Thierry, c'est toi. On est ravis qu'elle soit là. On a besoin de toi. Voilà. Attention, merci les amis. C'est le warm-up. Alors, Jérém Star, dans le warm-up, on se tutoie, dans l'émission, on se vous voit, ça fait partie des conventions dont parlait Raquel à l'instant. Alors, ta zone libre a suscité beaucoup de réactions la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai que ce reportage sur la prostitution des candidats de télé-réalité a beaucoup fait réagir. J'ai passé des nuits abominables, harcelées sans arrêt par des candidates. Oh oui. Qui c'est le boulot, ça, c'est normal. Qui m'appelaient paniquées. Tu parles de moi, tu parles de moi. On se calme, je n'ai pas donné de nom, mais c'est vrai que j'ai été vraiment harcelée. Et ce qui est très drôle, c'est que certaines se sont elles-mêmes mises dans la merde. C'est-à-dire que je ne donnais aucun nom, mais alors il y en a qui ont ramené l'attention sur elles. Aïe. Bon, on les avait toutes reconnues. Magnéto Laurent. Alors, je suis pas au courant du tout de cette histoire. D'ailleurs, j'ai même été assez choquée, c'est assez affligeant comme histoire. Donc j'en fais encore moins partie, vous vous doutez bien. Voilà, juste, ça m'énerve un peu que... ça me fait un peu de peine que soit les gens citent mon nom ou citent le nom de ma copine Mila, alors que je sais aussi pertinemment qu'elle est bien trop classe pour faire ce genre de choses. Je tiens quand même à répondre à cette question parce que des fois j'ai encore la phrase « Est-ce que tu es une escorte ?» ou ce genre de choses. Donc non, je ne suis pas une escorte, je n'ai pas été une escorte non plus. Oh là 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 là. Voilà. Natacha, est-ce que tu peux dire moi non plus? Je suis bien trop classe, comme dirait mademoiselle,
pour faire ce genre de choses, Voilà, bien sûr. Raquel. Je confirme, j'aime le cuir, mais ça ne veut rien dire. C'est pas de vous dont il parlait. Bafi, il est copain avec Nolwenn, mais nous, on n'est pas à ce point-là que vous allez me dire de dire que je suis pas une escorte. On l'exige. Ah, toi, tu veux que je te touche la cuisse? Non. Mais bon, on se connaît pas assez. Mais j'ai augmenté mes tarifs. Ah, d'accord. Voilà. Mais voilà, ça a été quand même assez difficile à gérer parce qu'il faut rassurer tout le monde. Et puis surtout, j'ai reçu des menaces, d'ailleurs jusqu'à ce plateau. Hein, le service de sécurité de l'émission a viré 3 mecs qui sont venus pour absolument me rencontrer. Donc c'est un peu bizarre. Donc j'ai dû engager un service de sécurité, Thierry. Ouais. Ça devient dangereux, cette émission. Ah bon. Ouais. William, on est un peu largué, est-ce les que gars. vous avez eu des réactions à votre zone libre de la semaine dernière sur le cran et ces gens qui voulaient brûler une statue? C'est quand même assez compliqué. Ma modestie pathologique va en souffrir. Je n'ai qu'eu des réactions positives. Ouais. J'ai pas eu un sale con pour me dire que j'en étais un. Non, non. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est marrant, même quand il parle. Voici l'open bar de Haroun. Salut Haroun. Bonsoir. Ah, vous m'avez manqué. Petite question comme ça, parmi les chroniqueurs, qui fait du sport régulièrement? Oui. Moi, je suis pas chroniqueur, mais je fais du sport. Ouais. Non, en fait, moi, je me suis dit qu'il fallait que je me mette au sport parce qu'on a les JO qui vont arriver. Donc, voilà, jingle sport, du coup, faut que je me motive. Non, c'est bon. Ouais, en fait, j'ai la flemme. Ouais, j'ai la flemme. Franchement, moi, les Jeux Olympiques, je suis ni pour ni contre. C'est juste qu'il y a trop de sport, trop de ferveur. Ça me fatigue déjà, tu vois. Moi, je voudrais des Jeux, mais un peu moins olympiques. Tu vois, un peu plus calme. J'ai rien contre les sportifs, hein. Je respecte les sportifs, mais il y a quand même des limites. Le cyclisme moulant, par exemple, on peut parler de ça. Tu sais, le mec qui fait son footing en cyclisme moulant, il sait pas ce qu'il nous fait subir à nous, tu vois. Faut que je lui dise, mec, quand tu cours, ça bouge. On le voit. Moi, je pense qu'il faudrait actualiser un peu les JO, en fait. Ça a un peu vieilli, tu vois. Par exemple, le 100 mètres, je trouve qu'aujourd'hui, ça va trop vite. Non, mais t'arrives 10 secondes trop tard, t'as raté. Moi, je serais celui qui donne le départ, je ferais durer un peu le plaisir, tu vois. Je ferais à vos marques, prêt. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Ah non, faites pas les cons, les gars, faites pas les cons. Non, des noirs américains, un flingue, ça risque de mal finir. L'aviron aussi, c'est un peu vieilli, l'aviron. Moi, je pense qu'on devrait remplacer les avirons par des canots de migrants. Bah si, franchement. Tu sais, tu gagnes si t'arrives. Et puis, bien sûr, si t'arrives, tu gagnes pas une médaille, tu gagnes une place en foyer. Alors, faut savoir aussi que le comité olympique peut proposer des sports. Pour Paris, ils ont proposé la pétanque et le billard. On va pas passer pour des poivreaux avec ça, franchement. La pétanque, t'as vu le physique des gens qui pratiquent la pétanque? Tu sais que ces gens, quand ils gagnent une médaille, ils ont même pas besoin du ruban. Hein. Ils la posent directement sur le bide, comme ça, tranquillement, ouais, à côté du pastis. Et pourquoi pas faire une épreuve qui pourrait, par exemple, être le roulage de pète olympique. Voilà, tu dois rouler un maximum de joints en 1 minute, et si tu gagnes, tu chantes ton hymne en reggae, tranquillement. Ouais. Yeah, man, ouais. Passe-moi la flamme olympique. Voilà. Champion, man. Alors bien sûr, il y a des polémiques autour des JO. Il y en a qui ont peur qu'on n'ait pas le budget pour accueillir les JO. C'est normal, ça coûte cher. Faut payer les stades, faut payer les piscines, faut payer les pots de vin, c'est compliqué. Moi, je suis pour qu'on organise les JO, mais on pourrait faire des économies, en fait. La cérémonie d'ouverture, tu sais, c'est toujours grandiose. C'est toujours énorme. Faut montrer au monde que nous, économiquement, ça va, tu vois. Et j'ai l'impression que dans les pays les plus pauvres, la cérémonie est plus belle. Comme si les feux d'artifice cachaient le chômage et la misère. On est là, on dit, ah, c'est beau, hein, ouais. On a faim, mais c'est beau. Mais on pourrait faire moins cher. Il suffit de faire ça dans un petit stade de banlieue, un stade moyen. C'est ces stades qu'on connaît tous, où on a commencé le sport, où pour allumer les projecteurs, faut taper dans les pylônes. Tu sais, on verrait Anne Hidalgo qui dirait je déclare la cérémonie des Jeux Olympiques. Ah, mais merde, t'as pas. Non, on peut faire moins cher. Je pense qu'on peut remplacer les feux d'artifice par des claques-doigts.
On remplacerait aussi la flamme olympique par une ampoule basse consommation pour faire plaisir à Nicolas Hulot. Et puis pour le spectacle, on prend des SDF qui tapent sur des casseroles. Et ça serait impressionnant. À Paris, il y en a 50 000. En plus, l'avantage, c'est que tu peux les payer en ticket resto. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va pas y avoir des attentats, tout ça. Moi, je pense que d'ici 2024, l'État islamique se sera structuré. Ils vont sûrement nous envoyer des sportifs. Ils en ont des bons, ils ont des mecs qui sont ceinture noire d'explosifs. Ouais. Le problème, c'est que là, dans ce cas-là, bah, la médaille, tu sais pas où l'accrocher. Allez, on rigole bien. Et voilà, c'était Haroun. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. C'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour les terriens du dimanche. Salut les terriens du dimanche. Avec nous ce soir, 7 super chroniqueurs. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert. Polonium, l'électron libre, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là, Raquel Garrido. Vous voulez qu'on évolue un peu dans votre slogan? On va voir, je suis encore à bord là. Ah d'accord. On navigue, on navigue. J'ai pas encore décidé où on allait. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Non, Absatoussi n'est pas virée, elle ne peut pas être avec nous ce soir. Elle prépare Danse avec les stars, oui. Et c'est Monia Cachemire qui la remplace. Alors votre slogan, c'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, Monia Cachemire, voilà. Ça vous va? Ça va. Très bien. C'est vrai. Et il est de retour. Il est de retour, mon petit. Alors, comment ça va? La meilleure chose, qu'il soit venu de Perpignan depuis Charlotte Julian, c'est Mathieu Madénian. Ça va, c'est bien. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque, c'est Jérém Star. Et voilà. Et maintenant, les terriens du dimanche se mettent dans la peau d'un patron de presse et France dans la peau de France. C'est la une de la semaine. Alors, Franz-Olivier Gisbert, c'est quoi votre une cette semaine? Oh, c'est Macron, son discours sur l'Europe. Ouais. C'est très courageux, en fait. Ouais. Hein, on est là toujours à se moquer, c'est notre boulot, on est presque payé pour ça. Et en même temps, là, voilà quelqu'un qui prend des risques, qui avance. Ça me fait penser à cette phrase très connue du général Foch. Pendant la guerre de 14-18, il avait dit « Mon centre cède, ma droite recule, la situation est excellente, j'attaque. Ouais. » C'est un peu ça. C'est-à-dire, ça va pas bien, l'Europe, en ce moment, c'est vrai qu'elle est très malade. Et voilà, il fait une foultitude de propositions. Il y en a des passionnantes, notamment les universités européennes, en bilingue. Il y a plein de choses différentes. Une force armée. Il est dans le positive thinking, en fait. Voilà. Et il inonde comme ça les pays européens de propositions qui sont souvent intéressantes, pas toutes évidemment, mais voilà, j'ai trouvé ça courageux. Voilà. Soigner l'Europe par l'Europe, donc en fait, sa solution, c'est accélérer l'Europe au lieu de la ralentir. En fait, là, il fait un truc bien, peut-être que c'est un coup d'épée dans l'eau, peut-être ça ira mieux. Mais voilà. William Boude. Non, Si, William Boude. Je ne boude pas, mais je trouve mon ami France un chouïa trop dithyrambique, pardon. Non, dithyrambique, mais c'est pas grave, je comprends rien. Je sais pas quelle langue tu parles. Un chouïa trop dithyrambique. Un chouïa trop dithyrambique. Dithyrambique. Non, mais il est obsédé par les bites. Hein. Ouais. Par rapport à M. Macron, pardon de vous le dire, je ne trouve pas extrêmement courageux médiatiquement
de faire cette apologie de l'Europe. Ça plaît à 98% des gens. Non, justement, les gens n'ont rien compris. Non. Il a rien compris. Il a rien compris. Mais tu vis plus en France depuis très longtemps, mon coco. Je parle du monde médiatique, mon Franck. On s'en fout du monde médiatique. Sur le monde médiatique, par rapport... Ah, bien sûr. Raquel Garrido, votre une de la semaine, mon petit. Les retraités se rebiffent. Ah ouais. Voilà ma une. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Oui, parce que jeudi, donc, a eu lieu la première manifestation organisée par des associations de retraités. C'était un succès ou non? C'était la manif la plus lente du monde. Elle a duré 10 mètres. Et ils avaient des choses à dire parce qu'ils se font ratiboiser, en fait, par les mesures fiscales qui sont annoncées par le gouvernement. C'est pas les riches peuvent payer, c'est les vieux peuvent payer. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas une différence. Enfin, les retraités représentent l'ensemble de la société. Il y a des retraités pauvres et il y a des retraités riches, comme il y a des jeunes pauvres, des jeunes riches. Non? Oui, bien sûr. C'est bien la première fois que je t'entends expliquer que c'est dramatique qu'on aille taxer les riches, non? Non, parce que en réalité, cette réforme ne fait pas la différence entre ceux qui ont du patrimoine et ceux qui n'en ont pas. D'accord, mais c'est comme ça qu'il faut le dire alors. Ben aussi, non, mais d'accord. Mais pardonnez-moi, le fait d'aller, même quand on dit, par exemple, les retraités, ils ont 2500, 3000, les gens vont dire, ah, mais c'est beaucoup comme revenu. Mais la réforme de l'ISF, elle aboutit quand même à ce qu'on va rendre 3,6 milliards d'euros aux 1% le plus riche de ce pays. Et on prend à ceux qui gagnent 3 000 euros par an. Je suis assez social. Oui, j'ai l'impression. Je peux laisser... Je constate. Nous sommes... Non, mais je peux dire un mot. Bah, dis un mot, mais vite, alors. Je suis en mesure de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues de Paris parce que les retraités ne doivent pas s'en remettre beaucoup à la CGT ou aux Insoumis. On n'a pas très envie d'avoir une retraite vénézuélienne. Oh là là, ouais. Allez, il y va. Monia, à vous. Votre une de la semaine. Alors, les Saoudiennes ont enfin le droit de conduire, donc c'est une grande nouvelle, c'est super, parce que depuis le temps, beaucoup étaient jetées en prison ou étaient condamnées à l'exil parce qu'elles avaient osé conduire une Clio. Mais en même temps, grâce à cette bonne nouvelle, il y a quand même, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est un bon coup de com' pour la monarchie. Il faut savoir quand même que l'Arabie Saoudite traverse une grosse crise économique à cause de la baisse du prix du pétrole et de la guerre au Yémen. Donc, évidemment, les familles riches n'ont plus d'argent pour payer le chauffeur pour madame. Il y a 1 million de chauffeurs en Arabie Saoudite. Absolument. Et pour les familles moins aisées, il faut que madame aille travailler. Donc, finalement... Ça va quand même bien, là-bas. Oui, mais bon, la voiture devient le moteur de l'économie saoudienne. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en conduisant, la Saoudienne devient une femme comme les autres, parce qu'elle aussi aura le droit de se faire traiter de pute ou de salope au volant. Ça, c'est vrai que voilà, donc c'est... Voilà. Alors, Natacha... Natacha, elle trouve que l'Europe, c'est formidable, qu'elle adore les beaux discours, mais que les actes, c'est encore mieux. Et là, pour l'instant, les actes, c'est que la France est en train de vendre ses bijoux de famille. Ah oui, ses bijoux de famille, c'est son industrie. Alstom en particulier. Et Alstom, si vous suivez vraiment l'histoire, c'est un scandale absolu qui montre l'incurie des politiques, l'incurie des chefs d'entreprise, en particulier Patrick Cron, patron d'Alstom, qui décide tout seul de vendre Alstom à General Electric parce qu'il est poursuivi par la justice américaine. Et hop, on liquide parce que monsieur veut sauver sa peau. Les politiques ne disent rien. Et aujourd'hui, on vend ce qui reste d'Alstom. On le laisse acier mince en nous faisant croire que c'est l'Airbus du ferroviaire, pipeau. En fait, on laisse Alstom racheté par Siemens. C'est vrai qu'on vend même nos aéroports. On a vendu l'aéroport de Toulouse, l'aéroport de Lyon. Et à chaque fois, tout ça est vendu à l'étranger. Et à chaque fois, ce discours lamentable. Toulouse était vendu à un Chinois. L'économie, si je peux dire juste quelque chose. L'économie, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire, Renault a l'écoulé, Renault... 1,5 million d'emplois industriels perdus en 25 ans, ça bouge que dans un sens. Peugeot, Citroën étaient en train de fermer, brusquement, ils repartent. C'est ça, l'économie. Les Chinois, aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Bien sûr. Sur ce terrain-là. Et qu'est-ce que fait simplement l'Europe affolée? L'Europe affolée. Parce que le discours de Natacha, qu'on connaît bien, c'est toujours nous les Français, on est gentils et les autres, ils sont méchants. Mais bien les sûr, Américains, les Chinois, les Russes, tous les autres, ils sont méchants. C'est pas comme ça l'économie française. C'est pas comme ça. Ce que vous racontez sur l'économie, je termine, avec elle on peut pas terminer. Les connaissances, madame, c'est tout sur tout. Les Chinois. Mais oui, les Chinois.
Les Chinois, ils sont développés énormément ces dernières années. On va parler réellement de l'histoire d'Alstom. Vous n'y connaissez rien. Écoutez, Natacha, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon, là. Je finis juste, Et le discours du mec qui n'y connaît rien, qui donne des leçons. Parce que je ne connais rien. Parce qu'il parle plus fort. Je vais vous dire la vérité. Mais madame, elle a travaillé. Natacha, quand même. Madame, elle a travaillé le sujet. Madame a travaillé le sujet. Pardon, il y a eu des livres qui sont sortis là-dessus, il y a eu des... Oui, c'est vrai que c'est dommage de travailler quand on est journaliste. France, c'est la une de Natacha. C'est elle qui doit conclure, Natacha. Donc, nous allons conclure sur le fait qu'il est formidable que des entreprises s'allient entre elles à parts égales. Ça a permis de faire Airbus. Airbus, c'était l'État français et l'État allemand qui ont travaillé ensemble à 50-50. Là, c'est pas la même chose. Et il suffit de regarder l'histoire de Péchinet, l'histoire d'Alcatel, l'histoire d'Alstom, l'histoire d'Arcelor, pour comprendre qu'il y a en France des élites économiques qui n'ont aucun sens patriotique, alors que ça existe en Allemagne, et c'est pour ça que l'industrie allemande va bien. Ça existe aux États-Unis, c'est pour ça que l'industrie américaine va mieux que l'industrie française. Et il y a des politiques qui ont le sens de ça et qui évitent de mentir quand il y a des accords. Mais il faut juste se renseigner sur le sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que le système qui a été trouvé pour STX, pour les chantiers navals, c'est pas mal. 50-50, les Français donnent 1 point aux Italiens pendant 12 ans. Ils surveillent ce que font les Italiens, mais ils peuvent leur reprendre le point de majorité. Ça, c'est pas con. Hein. C'est pas con si c'était vrai. Quand on a vendu aux Chinois l'aéroport de Toulouse, l'accord officiel, c'était ça. Mediapart a prouvé qu'en fait, le véritable accord signé par le ministre de l'économie Emmanuel Macron donnait les pleins pouvoirs à l'actionnaire chinois. Sur Alstom, c'est la même chose. C'est pas une question de méchant ou de gentil. Les Chinois sont méchants. France, arrêtez les caricatures, s'il vous plaît. Bossez un petit peu et arrêtez les caricatures. Non, mais attendez, bossez, il y a que madame qui bosse. Elle est au courant. Il y a des gens qui sont au chômage. On n'est pas en train de blaguer, France. Oui, mais je vous dis pourquoi. C'est pas un sketch. Il y a des gens qui sont au chômage, il y a des PME qui ferment parce que tous les fournisseurs ferment. Alors on peut faire le guignol et on peut blaguer. C'est grave. Je ne blague pas, c'est grave. L'économie, c'est grave. Oui, simplement, ce n'est pas parce que ça va mal pendant un temps que ça va pas aller mieux après. Parce que l'économie, voilà, bah oui. Ça s'appelle Gilles William Golnadel, votre une de la semaine, mon petit. Ma une de la semaine, c'est Monsieur Mélenchon qui a voulu donner une leçon d'histoire au gouvernement. Ah, je vois. Ah, voilà. Je me permets de rappeler qu'il a dit que c'était la rue qui avait abattu les rois, le plan Juppé et le nazisme. Rien de moins. Bon, le problème, c'est que ça a tourné complètement à sa confusion. Passe encore qu'il mélange Monsieur Juppé avec le nazisme. Il n'a pas le mot. Si je peux faire mon truc jusqu'au bout, Madame Garrido. Oh, putain, j'aime bien ce soir-là. C'est tendu, ça la gêne. Ça faisait quel jour que je n'étais pas là. Tu vois, ça a changé. Je sens une tension sexuelle sur le plateau. C'est impressionnant. Si je peux y aller. Passe encore qu'il mélange Monsieur Juppé avec le nazisme. C'est pas le premier d'avoir ce monopole de la bêtise-là. C'est l'antinazisme de carnaval, nazifier tout le monde. Staline disait, quand tu as un débat contre quelqu'un, tu le traites de fasciste. Le temps qu'il passe le temps à te répondre, tu t'es déjà barré. Bon, donc ça, il n'a pas le monopole, le Mélenchon. Sacré Staline. Mais par contre, là où le Mélenchon a donné dans l'innovation de l'hystérie historique, c'est lorsqu'il dit que c'est la rue qui a abattu le nazisme. Oui, c'est plutôt les Américains et les Russes. Oui, pardon de le dire, parce que sans Eisenhower, sans Montgomery et sans le maréchal Leclerc, je parle de la France, sans maréchal Leclerc, les valeureux FFI qui sont sortis, qui ont fait les barricades après le débarquement, ils auraient été évidemment massacrés. Le drame dans cette histoire-là, c'est que M. Macron, décidément, a beaucoup de chance d'avoir comme donneur de leçons le professeur Mélenchon. Et bien voilà. Oh, Madame Garrido. Cette Nazi-gate, c'est une façon de détourner la discussion de fond qui porte sur les ordonnances Macron, leur légitimité, leur caractère juste ou pas. Le gouvernement répond à côté parce qu'il ne veut pas qu'on parle du fond. On après, a 30 000, on fait reculer personne. Donc, ne soyons pas naïfs quand même de la manœuvre du gouvernement qui est totalement minable et ceux qui ont suivi derrière comme ça, comme des petits chiens,
pour japper, nazi, sont des chiens. Des stupides. Des chiens de garde. Mais cela dit, comme disait Nizan, des chiens de garde. C'est d'autant plus stupide que ça part du principe que Jean-Luc Mélenchon ne connaît pas l'histoire de France. Donc moi, je pense que, je lui donne crédit de savoir vaguement qu'il y a eu un débarquement, de savoir vaguement qu'il y a eu l'armée rouge concernée dans la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc c'est une évidence que Jean-Luc Mélenchon connaît bien l'histoire de France. Et ce dont on parle, c'est de répondre au gouvernement qui dit c'est pas la rue qui va faire l'histoire, c'est pas la rue qui fait la politique. Le rôle du peuple dans l'histoire, c'est contesté par une certaine historiographie. Bon, voilà, donc là, pour faire de l'anti-Mélenchon, ils en sont arrivés à nier le fait que, par exemple, le peuple de Paris avait effectivement, avant l'arrivée des Alliés, commencé à libérer Paris. Et il n'y a pas que Paris, il y a des dizaines et des dizaines de villes en France dans lesquelles libéré par lui-même. C'est moi qui défends le général de Gaulle au final. Non, le général de Gaulle avec les Alliés. Avec les Alliés. Oui, elle était géniale parce qu'elle botte en touche. Bon, j'ai pas eu le mot de la fin sur ma une. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il me semble connaître l'histoire du nazisme au moins aussi bien que M. Mélenchon, et j'aime pas beaucoup qu'on le banalise. N'importe. Alors là, mais c'est dégueulasse. L'argument moral, une causa venenum. C'est dégueulasse. Dégueulasse quand on mélange Juppé avec le nazisme, c'est pas banalisé. Alors, Jérém Star, votre une de la semaine. Alors moi, c'est un peu plus léger pour le coup, c'est le cas de le dire. La Fashion Week, que je trouve toujours plus révoltante de saison en saison, avec ces mannequins podiums qui, ma foi, sont tellement maigres qu'on a l'impression qu'elles sont sorties d'un camp de concentration, avec leurs jambes à aiguilles, c'est vrai qu'ils menacent de se rompre à chaque pas. Alors moi, c'est une image vraiment insupportable et qui m'agace, qui m'inspire de la pitié et de la peine. Et je voulais souligner et saluer 2 mesures qui ont été prises récemment. La première, qui est un arrêté de mai 2017, qui oblige les mannequins podium à produire un certificat médical d'aptitude oui, pour pouvoir travailler. La deuxième mesure qui vient donc des groupes Kering et LVMH qui possèdent donc les marques Balenciaga, Louis Vuitton, etc. Saint-Laurent pour Kering. Qui s'interdisent d'embaucher des mannequins si leur tour de taille est inférieur ou égal à une taille 32. Merde, je pourrais pas être mannequin maintenant que j'ai maigri alors. Ah, ça fait chier. Alors moi, je suis suivi par beaucoup de jeunes. C'est vrai que les jeunes ont une représentation télévisuelle de la femme, ma foi, assez spéciale, à savoir la candidate de télé-réalité sotte comme un panier, siliconée, plastifiée et mince comme un clou. Je tenais à dire que voilà, la maigreur n'est pas une fin en soi. Ça n'est absolument pas une forme de beauté. Je suis d'accord avec vous, bien entendu. N'importe quel mannequin va se faire un certificat médical par un pote toubib qui va signer qu'elle est... C'est tellement facile. Bon, après, moi, je suis pas là pour... mais tu te félicites. Oui, mais il faudrait ajouter qu'il n'y a pas que les mannequins podium. C'est-à-dire que tant qu'on aura des photos retouchées, retravaillées dans tous les magazines féminins, tant qu'on aura cette image Mais là, vous êtes retouché, vous. C'est pas possible. Alors, moi, Là, vous êtes retouché. Je fais 1m77. C'est-à-dire la taille moyenne, à peu près, de ces nanas. Je fais 8 kilos de plus, je suis obèse à côté. 8 kilos de plus. Regardez, je suis grosse. Vous êtes donc ça veut dire que ces filles, elles ne sont pas en bon état de santé. Non, mais c'est vrai. Absolument. Et quand on voit sur les réseaux sociaux tous ces défis, en ce moment, il y a, comment ça s'appelle, le défi A4. C'est-à-dire qu'en fait, les gamines se font maigrir pour avoir les hanches qui tiennent dans la largeur d'une feuille d'ordinateur. Voilà, je suis désolé, on n'est pas sexy quand on a l'air tout droit sorti de Dachau. Ben non. Alors maintenant, arrêtez avec Dachau. Mais c'est vrai. Parce que le CSA nous gagne. Le CSA, ça vous accuse de banalisation du nazisme. Moi, par exemple... Madénian. Quoi ? Quelle est votre une ? J'aimerais revenir sur le scandale Baffy. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ce pseudo-comique de merde qui se permet de violer une femme. Et vous cautionnez ça, Thierry Ardisson. C'est honteux. Je vous demande de licencier Laurent Baffy. Et comme le samedi, moi, j'ai rien à foutre, eh bien, je me propose de remplacer Laurent Baffy a fait l'émission d'hier en camisole de force, comme ça on est sûr. Le problème, c'est pas la blague, c'est les personnes qui entendent cette blague-là. Et quand les gens regardent ce genre d'émission,
ils sont censés faire la différence entre une blague et un viol. Mais est-ce que moi j'ai dit, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux parce que à Quotidien j'avais sorti ce truc-là et je trouve ça, si le CSA attaque Bafi, je dis au CSA, allez faire chier les téléréalités. Qui, eux, s'adressent à des gamins qui n'ont pas encore l'esprit et le cerveau très formé. Je ne sais pas pourquoi le CSA, il s'occupe non, là-dessus, que de nous. Il n'y a pas de souci. Le CSA a une obsession C8. Ouais, C8. À mon avis, une obsession Bolloré. Mais c'est bon, c'est bon. Eh oui. Et voilà, les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On passe en zone libre. Alors, si vous voulez me dire les morceaux qui jouent, là, on peut jouer. C'est qui, ça? Ça, c'est... Bon, c'est les Kings. Ah, bravo, putain, ouais. Eh oui, bravo. François-Olivier Gisbert marque 1 point. Ah, c'est un blind test, en fait. C'est un blind test. La vie, je vais te dire, la vie est un blind test. Tu rentres dans le taxi, il y a une chanson, tu dis le truc, t'as marqué. Et si on la chante, Girl, I want to be with you all of the night. Ouais. Bientôt, tu es au niveau de ta frangine, toi. Hein. Hello, I want you. Alors, Monia Cachemire, vous avez voulu la jouer changement de sexe. On va pas vraiment dire ça, on va dire inversement de rôle dans l'espace public. Body swap. Voilà. Et vous avez passé la journée dans la peau d'un macho. D'un macho. On regarde. Alors évidemment, les mecs se sentent toujours plus forts quand ils draguent en groupe. Bah, à nous de le faire. À plusieurs, girl power, on y va. Salut les filles. Ouh là 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 là, vos gosses. Vos gosses. Ça se voit que vous faites du sport. On peut toucher ou pas? Toucher quoi? Oh, ah, ça bouge et tout. Miaou. Miaou. Eh les mecs, vous êtes 2, on est 3 là. Eh monsieur, j'ai soif. Ah. Je peux boire? Vous avez bu dedans ou pas? Oui, j'ai bu dedans. C'est vrai? Ah oui. Et si je bois, je vais être enceinte? Oui. D'accord. Vous n'avez pas un 06? Si, j'ai un 06, mais je suis fidèle. Ah bon? Vous êtes fidèle? Oui. Comme Castro? Et un plan à 3? Bon, allez, retournez-vous comme ça, on voit vos petits culs. Tu sais pourquoi? Voilà. Bienvenue dans le berceau du relou, l'univers des frotteurs et des hommes qui écartent les cuisses. On va voir ce que ça fait quand c'est une femme qui fait ça. Pourquoi je trouve pas de mec bien? Pourquoi les mecs se comportent tous comme des chiens? T'as pas un 06, je crois que j'ai le coup de foot. Non? Bon, ok, pas de faire foutre. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense au effort que t'es la plus. Oh. C'est un peu de mayonnaise là. Rien. Bah, ah pardon. Moi. Vas-y, recule là. Vas-y. Braque. Mais braque, je te dis. Ouais, mais je vous aide, monsieur, là. Vous vous y prenez mal, là. Non, mais c'est pas comme ça. Braque. Toi, tu rêverais mieux, toi, peut-être? Bah, je sais pas, demande à ta femme de t'aider. Je pense qu'elle garerait mieux, non? Le relou a une passion. Les parcs publics. Eh oui, il adore draguer dans les espaces verts. Alors, vis ma vie. Nous aussi, on va faire les relous. Bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi, je suis pressé. C'est pas grave, je peux vous suivre. Je peux vous appeler Bretzel? Parce que vous êtes craquant. Et je peux toucher vos boules? Bah écoutez, c'est chacun son tour. Attention, vous avez fait tomber quelque chose. Comment? Vous avez fait tomber quelque chose. Comment? Ouais, vous avez fait tomber mon cœur. Rien. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu maintenant, elles l'ont. Non, je m'assure. Non, il y a un mec mignon. Ok. À tout. Vous lisez quoi? Vous lisez quoi, monsieur?
Oui. Vous vous appelez comment? Écoutez, le parc du Luxembourg est grand et je déteste les gens. Ouais, mais on peut parler, j'aimerais bien faire connaissance avec vous. Bah non. Pourquoi? Bah parce que je suis comme ça. Allez, cambre, Jean-Claude, cambre. Allez, petit cul. Ça va, vous avez de l'endurance, hein? Attendez, vous êtes en short, vous faites exprès, c'est pour qu'on vous parle. Ça vous dérange? Ça vous gêne que je parle? L'échange, c'est un peu lourd. Après, ouais, parce que c'est le mec qui paye, je lui donne une leçon. C'est vrai? Ah, vous êtes prof? Ouais, moi je suis prof. Je lui donne une leçon, il paye assez cher. C'est vrai? Ouais, donc si tu le déranges la fois où... Je dérange pas, je l'encourage. Je lui ai dit qu'il avait un petit cul, c'est pas mal, c'est gentil. Pas, tu lui dis une fois, t'es pas obligé de lui dire à chaque fois qu'il t'apparaît. Mais parce qu'il a vraiment un petit cul. Ouais, mais il va pas grossir entre-temps. Bon, si vous le prenez comme ça, moi je m'en vais, hein. Bravo! Alors finalement, les mecs, quand on les drague lourdement, ils font pas trop les malins, finalement. Hein. Bah, ils réagissent comme nous. En fait, l'idée de ce sujet, c'est parce que je vous ai regardé la semaine dernière. Je mangeais des apéricubes et j'étais choquée par le débat. Et je me disais, on confond trop drague et harcèlement de rue. Oui. C'est absolument pas la même chose. C'est comme le tennis et le squash. Le tennis, tu joues avec quelqu'un. Le squash, tu joues tout seul avec la balle et elle revient. Ouais. Et là, l'idée, c'était d'inverser les rôles. C'est plutôt pédagogique et c'est montrer que c'est pas nécessaire de mettre une ligne Maginot entre les hommes et les femmes. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble avec pédagogie pour éliminer les relous parce que les frotteurs dans le métro, bah, c'est les Daesh de la virilité, quoi. Ouais. Et alors, le manspreading, vous avez testé ça? Bah oui, mais... Vous avez fait du womanspreading. Ce qui est marrant, c'est que ça dérange les hommes comme les femmes. Donc en fait, le manspreading, c'est absolument pas un problème que pour les femmes. Ça s'appelle de la grossièreté, le manspreading. Absolument, ouais. Après, il y a des problèmes spécifiquement de drague, mais le manspreading, je pense que c'est juste de la parce que grossièreté. quand je posais la question du manspreading, on me disait oui, mais tu sais, nous physiquement, on a quelque chose entre les jambes, on est obligé d'aérer. Oui. Ouais. Et en fait, même nous aussi, j'ai aéré et finalement, ça a dérangé beaucoup. Bravo! Et comment tu comptes gérer les deux relous là à côté de toi? Ah non, mais depuis tout à l'heure, regarde mes jambes. Et Je on suis le en prend très bien. womanspreading. Oui, ils le vont très bien. Mais moi, j'assume la drague lourde. Hein. Mais Madénian, ça lui est jamais arrivé, ça. Me faire draguer comme ça? Non. Tu serais déjà enceinte, je te le dis direct. Joue pas à ça avec moi. Et pourquoi j'ai mis... Ah, Led Zeppelin. et la chanson s'appelle... Mais on joue encore. Oh, oui, mais La attends, chanson c'est s'appelle... Cachemire. 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 Regarde. Ouais! Ouais! Non, mais Gisbert, chanson de Mona, c'est Cachemire par Led Zepp. Bravo, Gisbert. Il est beaucoup sorti. Ah mais non, tu t'y connais quand même. Non, non, c'est bien. T'as marqué 2 points et bravo. Hein. Enfin, à la fin, c'est quoi? Et maintenant, voici un jeu avec du caractère. 140 exactement. C'est le qui a tweeté. Alors attention, qui a tweeté? Je sors d'un massage taille. C'est comme un massage taille, mais ça fait plus mal. Bigard. Non, C'est un humoriste? une. Anne Romanoff. Pas loin, on l'adore. On l'adore. Ouais. Nawel Madani. Comment elle s'appelle? Elle est aux grosses têtes. Chantal là-dessous. Non. Non, Ah oui, Mergo, qui a dit Mergo? C'est moi. Toi, c'est Raquel. Cette manière de se moquer des gens qui zézeillent. Mathieu, depuis que t'es Oh, parti, je peux pas blairer les gens qui Il zézeillent. s'est installé, qu'il y a eu de c'est la triche. épouvantable. Alors attention, TER Rouen-Paris, quand un contrôleur demande ma carte d'invalidité pour vérifier si je suis bien handicapé. Qui a tweeté ça? Philippe Croison. Bravo. Franz-Olivier Gisbert. C'est incroyable. Mais c'est honteux, là on voit toute l'impunité La des mesquinerie fonctionnaires, des gens. la bêtise, la méchanceté, bien sûr. Ils sont pas nombreux comme ça. Moi je prends beaucoup le train, ils sont formidables les contrôleurs. Mais là il est vraiment tombé sur une saloperie. Ouais. J'ai un peu honte, mais je ne sais pas de qui et de quoi on parle. Alors Il a c'est pas un de bras, mec qui il a pas s'appelle de bras, Philippe il a pas de Croison, bras. qui n'a pas de bras, pas de jambes. Et le contrôleur dans le train lui dit, est-ce que vous avez votre carte d'invalidité? Ah oui, effectivement. Monsieur, c'est beaucoup. Oui. Voilà. C'est un peu excessif. Voilà. C'est le mot. C'est le mot. C'est excessif. Qui a tweeté? Le chanteur choisit l'exil fiscal au Portugal et adresse ce message aux impôts français. Pas vu, pas ni. Qui a Donc tweeté? ça, c'est un jeu de mots d'un humoriste? C'est pas un humoriste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est C'est un journaliste? C'est un journaliste.
Bah, si c'est beaucoup d'humour, ça peut pas être Bruno Mazur. Non. Ça peut pas être Ni Jean-Michel Apathy. Ni Jean-Michel Apathy. Simès. C'est pas Simès. C'est pas mon ami, Simès. Ah oui, il a arrêté. Et un indice. Tu es obligé de donner un indice. Hein. Un indice, il fait équipe avec un mec que beaucoup de gens détestent. Nolo. Ah, c'est Zemmour, évidemment. Simès. Non, c'est Nolo. Qui a tweeté NTM au défilé Dior, je pose ça là et je vais me coucher. Est-ce que c'est un rageux, c'est un rappeur rageux déjà. Booba. Non, c'est pas un rappeur, mais c'est un mec qui est hardcore. C'est un mec hardcore. Nadine Morano. Rocco Siffredi. Hardcore sur Twitter. C'est un beau garçon en plus. C'est un beau gosse. Un sur beau gosse. Twitter. Ça, c'est pas moi. Très énervé. Benjamin Biolay. Mathieu Kassovitz. Ouais, bravo. Non, mais il est là toutes les Comme il a semaines. sorti à la Clint Eastwood. Qui a tweeté qui vient à ma lapidation demain. Baffy. Laurent Baffy, mon ami. Mon ami Laurent Baffy. Comme toi. C'est Fogg qui gagne, ouais. Voilà, c'était la P1 des Terriens du dimanche. On se retrouve après la pub avec le Tom Cole de Tom Villa, les Terriens de Tanguy Pasturo et la zone libre de Jérém Star. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Franz-Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles-William Golnadel, de Monia Cachemire, de Mathieu Madénian et de Jérém Star. Et maintenant, le canular de Tom Villa, mon CDD. Il est toujours en CDD, le mec. Ah ouais. Ça fait 3 ans qu'il est en CDD. Et vous le gardez, patron, ou pas? Bah, je le garde, mais en CDD. Oui, mais depuis 3 ans, c'est Elle est pas illégal. tellement d'accord. C'est pas très légal. Oui. C'est pas très légal, mais il est toujours en CDD. Intervient. Ça s'appelle le Tom Cole. Ça va Thierry? Bah, ça va super. Alors, le fait que je sois toujours en CDD, Raquel, est-ce que tu veux un nouveau dossier? Parce que je suis prêt à te payer. Ah oui, absolument, d'autant que la France entière attend que je fasse un sujet sur la précarité sur C8. Eh ben oui. Bonne idée. Ça va être coupé, ça. Ça va Thierry? Tout va bien? Mais j'adore cette émission, je vais te dire, moi. Je suis ravi de faire ça. Bah ça tombe bien, c'est vous qui l'a faite. Donc... Ah oui, c'est vrai. Je suis con. Je suis con. Alors, Bon. qui vas-tu appeler ce soir? Alors, cette semaine, ça vous aura pas échappé, il y a des scandales autour d'Interville qui sont ressortis, parce qu'il y a Olivier Chiabodo qui animait l'émission il y a 20 ans, qui est en train un petit peu de sortir du silence. Chiabodo. Et oui. Et qui avait un petit peu triché, voilà, avec le coup des 3 doigts Le pour coup favoriser... des doigts comme ça. Voilà, pour favoriser la ville du Puy-du-Fou. Ouais. Et moi, je vous propose qu'on appelle une ville qui avait gagné Interville et qu'on leur fasse croire qu'en fait, on a découvert qu'ils avaient triché et qu'on leur retire le titre d'Interville. Ah, c'est très bien, ça. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, en régie... Vous appelez qui? Alors, on va appeler la mairie de Gap qui avait gagné en 2009. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler, s'il vous plaît Mairie de Gap, bonjour. Veuillez rester en ligne, nous allons donner suite à votre appel. Oui, allô? Oui, bonjour madame, je travaille pour la société de production qui produisait Interville. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu des petits scandales dernièrement? Non, pas du tout. D'accord. Parce qu'en fait, il y a l'ancien animateur d'Interville, Olivier Chiabodo, qui dénonce aujourd'hui qu'il y a eu de la tricherie dans l'émission. Et du coup, on a regardé beaucoup de vieilles émissions et on s'est rendu compte qu'il y avait eu effectivement pas mal de tricheries. Oui. Donc voilà, donc l'émission en 2009 opposait la ville de Dax à votre ville, Gap, c'est ça? Vous aviez remporté l'édition, non, c'est ça? Il me semble. Voilà, donc c'était pour vous annoncer qu'on va devoir retirer à la ville de Gap le titre de gagnant d'Interville 2009. Voilà. Avant de le retirer, il faut peut-être expliquer les choses autrement qu'avec le téléphone, je ne sais pas. Ah non, mais en fait, c'est juste pour vous prévenir, voilà, qu'on va retirer le titre. Il n'y a pas vraiment à discuter, hein, c'est vraiment pour Non, vous mais prévenir. vous n'enlevez rien, monsieur, vous n'enlevez rien du tout pour l'instant. Vous n'avez pas, non, on ne vous donne pas le feu vert pour faire ça. À vous de nous prouver qu'il y a eu tricherie.
Ah bah en fait, on a regardé toutes les anciennes émissions, et dont la vôtre en 2009, et voilà, il y a de la tricherie, il y a de la tricherie, mais donc c'est pas grave. Il y a un communiqué de presse qui va partir dès demain. Non, vous n'envoyez rien du tout comme communiqué de presse. Vous allez quand même mettre la ville de Gap... Voilà, ça va paraître, donc du coup, puisqu'on est concerné au premier titre, voilà. Après, pourquoi on aurait triché? Bah, en fait, non, c'est pas vous directement, mais c'est à la production. On s'est rendu compte voilà, qu'ils avaient un petit peu favorisé la ville de Gap plutôt que l'autre ville. Et voilà, oui, mais alors pourquoi la ville de Gap, elle, en supporterait les conséquences si c'est la production? Bah, parce que vous auriez pas dû gagner, voilà, c'est comme ça, malheureusement, tout simplement. Bah non, c'est pas malheureusement, ça se passe pas comme ça quand même. On retire pas un titre comme ça parce que malheureusement, vous êtes aperçu que vous aviez triché. Oui. À un moment donné, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. Je pense pas que ce soit, voilà. Donc, on retire pas un titre comme ça. Et d'ailleurs, suite à votre victoire en 2009, vous avez installé Place de l'Europe à Gap une statue d'une vachette pour dire que vous aviez gagné, c'est ça? Oui. Oui, parce que j'étais une espèce de vache mal finie, oui. Elle y est toujours? Non. Non, parce que j'ai vu une photo sur Internet. Hein, non, les vaches qui à Gap, nous avons des vaches, nous à Gap sur un rond-point, ce sont des œuvres d'art que nous avons bien avant d'avoir eu cette fameuse vache. D'accord. Qui n'était pas très belle d'ailleurs. Oui, donc elle n'y est plus, parce qu'auquel cas, il faudrait retirer la vachette vu que vous n'avez pas gagné de ce rond-point. Hein. Voilà, ah non, mais attention, hein, parce que nous, on a un rond-point où il y a des œuvres d'art qui sont des vaches. Alors ne confondez pas. Donc la vachette d'Interville a bien été retirée? Oui, ils ont été retirés, mais le titre en lui-même, vous ne le retirez pas tant que... voilà. Bon, ok. Donc je vais prendre vos coordonnées. Eh bah, mettez ça sur le lot de Thierry Ardisson. Voilà, ça sera bon. Voilà. Merci beaucoup, madame. Une fois, là, mais... Non, pas du tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, et ben, très bonne journée. Merci, madame. Ils sont pas contents. Enfin, elle était très bonne, la bonne femme. Hein. Ah ouais? Ah oui, elle était excellente. Est-ce qu'elle répond comme il faut? Ah non, mais... Logique, sa ville, elle est parfaite. Elle a bien défendu Gap, et ça, on peut l'applaudir très fort. Ce qui est dément, c'est à quel point les gens s'accrochent à un titre de merde, en fait. Oui, c'est merveilleux. Gagnant d'Interville. Et bien voilà, merci Tom. C'était Tom Villa dans Ce Bébé, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, dans Salut les Terriens du samedi, évidemment, sur c8.fr. Il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies, et inversement, c'est fake no fake. Alors, est-ce que les chroniqueurs de cette émission vont battre la prod? Bah oui, comme d'habitude. On va voir, jusqu'à présent, oui, mais bon. Le sujet de ce soir, c'est il existe une usine qui récupère le CO2 de l'air pour en faire de l'engrais à tomates. Vrai ou faux? Fake, no fake? On regarde. Des tomates à perte de vue. Dans cette serre, les agriculteurs ont un ingrédient secret. Pour améliorer leur production, ils utilisent du CO2. Un polluant récupéré dans l'air par cette usine, à quelques mètres. Sur son toit, 18 turbines qui aspirent et recyclent le CO2. Une incroyable technologie pour lutter contre le réchauffement climatique. Si on ne veut pas que la température mondiale augmente de plus de 2 degrés, il faut que l'on retire au moins 10 milliards de tonnes de CO2 dans l'air chaque année. Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs ont imaginé un système inédit. Nous avons créé un filtre unique. Il est capable d'absorber puis de purifier le CO2, le tout en une seule étape. L'entreprise peut ainsi traiter rapidement de grandes quantités de CO2. Son ambition, absorber 1% des émissions mondiales d'ici 10 ans. Voilà, alors une usine qui récupère le CO2 de l'air pour faire de l'engrais à tomates. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est fake ou no fake? Natacha Polony. Moi, je dis que c'est faux. Parce que le CO2, il est absorbé par les plantes et on a besoin des plantes, justement, pour limiter le réchauffement climatique par le CO2. Vous, c'est faux. En revanche, purifier le CO2 pour l'utiliser comme engrais, ça me semble assez bizarre.
Vous dites que c'est faux. Je dis que c'est faux. D'accord. Peut-être que je me vautre, mais... Moi, des tomates avec du CO2, j'aimerais pas les bouffer. Bah, tu bouffes ça, tu bouffes pire. Ouais. Moi, je dis, allez, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Moi, je dis que c'est vrai. Non, c'est une connerie. Non, je sais pas, mais ça, moi, je sais pas, mais ça me semble pas. Enfin bon, tu fais ce que tu veux. Non, mais attends, c'est toi qui as fait l'émission, dis-moi la vérité. Non, c'est pas moi, je suis Moundir dans cette émission. Merde. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je pense que le sujet est faux parce qu'il me semble que techniquement, il ne tient pas la route. Vous avez en fait dans l'air de l'oxygène, de l'azote, tous les gaz nobles qui sont en petite dose. Et l'oxyde de carbone, donc le CO2, comment dire, il ne vit pas à part dans l'air. Oui. Ensuite, utiliser ce CO2 pour les tomates, alors qu'en réalité, dans les serres de tomates... Moi, j'en peux plus. Parce que chaque semaine... Non, mais, en plus, moi, je vais dire... rapporte la semaine prochaine. Moi, je suis au régime, je bouffe des tomates cerises toute la journée. J'en peux plus. Ah ben, vous avez tout faux. Moi, j'ai déjà vu ce reportage. Ça se passe à Zurich. Ça s'appelle Climeworks et j'embrasse la production. Mais vous allez voir, j'ai raison. Ah oui, peut-être. Bon, moi je défends pas mal de mecs qui sont dans le CO2, d'abord. Ouais. Ça m'étonne pas. D'abord. Tu défends les escrocs de la taxe carbone. Je peux vous dire qu'il suffit, à mon avis, je suis un peu d'accord avec la Garrido, il suffit de fermer. Il suffit de fermer les portes. C'est quoi récupérer les CO2? À mon avis, tu fermes tout, tu es dans le CO2 déjà, donc j'y crois pas du tout. C'est faux. Et tu peux toujours essayer de me dire le contraire, c'est faux, et tu vas reconnaître que c'est faux. Je suis tranquille. Je suis complètement tranquille. Et tu sais que j'ai raison. Non. Moi, je me dis, si ces tomates permettent de fabriquer le jus de tomate dégueulasse que l'on boit dans les avions, c'est peut-être vrai. C'est pas con. C'est vrai, donc c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Alors attendez, l'avis de notre expert en tomates. On a Monsieur Tomate. Mister Tomato est avec nous ce soir. Uniquement la tomate provençale. Oui. Qui est la tomate russe provençale. La beefsteak. La vraie, la beefsteak. Ouais. Ou alors, d'ailleurs, la tomate ananas, qui est très bonne aussi. Ouais. Moi, je sais pas, je regarde le truc, c'est super bien fait. Bravo la prod, formidable. J'y crois pas une seconde. Voilà. C'est trop compliqué, c'est bizarre. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. C'est très très bien fait, bravo. Bravo, mon frère. Non, mais c'est une blague, c'est fou. La prod a battu les chroniqueurs. Ouais. Bravo. Eh ben oui, c'est vrai, c'est à Zurich. Ah. Le seul qui avait raison ici, c'est toi, mon petit chat. Et moi, j'avais raison. Oui, mais j'avais raison. C'est Jérém Star. Il avait vu le sujet. Oui. Alors, en même temps, il y a le logo France 2, mais moi, je réclame quand même 4 points d'avance sur l'ours rouge, là. Pourquoi? Ouais, sur l'ours rouge. Ah bah attends, merde. Parce que là, je gagne rien. Zurich a perdu son titre d'Interville également. Voilà, je tiens à le dire. Ah putain, je suis content. On vous a... Quel... Ouais. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau. Alors on commence avec Jack Lang, alias Ramsès II, celui qui rit quand on le filme, et qui était le week-end dernier à la Technoparade avec DJ Dark, DJ Fin et DJ Ridou, et qui a regardé tellement serré de paluche dans sa vie que maintenant il est bloqué la main tendue au niveau du bas-ventre, ce qui est un problème s'il va dans un sauna naturiste et qu'il y a un mec un peu grand. Alors il s'est rendu, et c'est véridique, sur le char de la Colombie, où il s'est ensuite isolé avec DJ Escobar qui lui a présenté les spécialités locales. Résultat, là il y est encore, ça fait 8 jours qu'il danse en hurlant. Alors Emmanuel Macron, notre beau gosse, tellement hot que s'il y a une reformation du groupe Wham, il pourrait remplacer George Michael en mini-short. À lui signer ses ordonnances avec Pénicaud et Castaner, les Stone et Chardin du libéralisme. Alors, ils sont 3 à table et il n'y a ni paquet de chipster, ni coup de rouge. Ces gens sont en train de déconstruire petit à petit tout ce qui a fait la France. Puis, il a reçu le président centrafricain, Touadéra, qui porte comme prénom Faustin Archange. Ses parents, quand ils l'ont baptisé, revenaient de la Technoparade. Ils avaient croisé le char colombien. Ensuite, Macron,
qui adore recevoir. Hein. S'il n'avait pas été élu, il aurait tenu un hôtel Formule 1 avec Brigitte. A reçu le président libanais Michel Aoun, 82 ans, hein, une sorte de Bouteflika mais qui bouge. Alors Brigitte, regardez, portait... C'est vrai. Brigitte portait un collier prêté par son chien, Nemo. Macron a bouffé Aoun des yeux, tel un gérontophile qui voudrait conclure, tandis qu'Aoun essayait plus ou moins de viser le verre de l'autre. Alors était invitée au dîner Valérie Pécresse, hein, en petite robe d'été. Plus on s'enfonce dans l'automne, moins elle est sapée. À Noël, elle sera à poil dans son jardin à côté d'un bonhomme de neige, hein, on lui mettra une carotte. Il y avait aussi Jack Lang et sa femme Monique, hein, qui a acheté ses pompes juste après la technoparade alors qu'elle était sous Poppers. Ouais, elle les a achetées à la boutique Disney, bien sûr. Puis Macron a refilé Aoun à Bruno Le Maire, le ministre fade qui arriverait à endormir le couple Lang en pleine montée d'extasie juste en leur disant bonjour. Aoun s'est même farci une discussion avec Anne Hidalgo, ce qui est reconnu par la Convention de Genève comme moyen de torture. À Guantanamo, les gens crient « Non, 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 tout mais pas Hidalgo, elle va nous parler vivre ensemble, vélib et métissage. » Hein, ils finissent par accrocher eux-mêmes la pince crocodile reliée à un générateur à leur téton gauche. Ouais. Alors, Macron a aussi parlé Europe, hein, à la Sorbonne, entouré de jeunes en train de tirer la tronche. Normal, Jack Lang a acheté tout le stock de shit de Paris, hein, pour essayer d'atterrir. Donc, ils étaient sobres, jeunes venus de toute l'Europe. Hein. C'était comme une soirée Erasmus, mais sans sexe. Le drapeau européen est alors venu se mettre dans l'alignement de Macron. Et on aurait dit Dieu, ou le fils de la Reine des Neiges, ou Georges Pernou de Thalassa si une grosse étoile de mer avait tenté de le prendre par derrière. Alors, là aussi, il y avait du beau monde, hein, notamment Guigou et De Sarnez, hein, les sœurs Brushing. C'est l'Europe vue par Camille Alban. Et Cohn-Bendit, hein, qui a dit à une amie, tu vois, là, c'est moi tout nu en 74 à Goa. Hein, le type qui me sert le oui-oui, bah, c'est Jack Lang. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il est bloqué comme ça. Alors, à droite aussi, hein, on se défonce le cornet. Wauquiez a été vu en train de siffler une bière dans un gobelet avec des jeunes, puis du vin dans un verre avec des vieux. Il adapte sa boisson aux gens qui croisent. Ainsi, rencontre baladure, il prendra un Dubonnet. Et dans une crèche, un biberon deuxième âge, tandis qu'une dame le talc. Alors, bière plus vin, il a fini à 3 grammes, bien sûr. Hein, et a dit à Gisèle, une militante, dites-moi toutes les deux, est-ce que je peux plus ou moins vomir dans votre corsage? Florian. Florian Philippot, vous vous souvenez, ex-FN, eh bien, à lui dîner de charcuterie et de vin rouge. Hein. Fini le couscous. La dernière fois qu'il en a bouffé, il a perdu son job. Hein, donc désormais, il mange français, il tourne à la blanquette de veau H24 et il recrute pour son mouvement les Patriotes. Alors, il a déjà embauché son père. Hein, l'extrême droite, ça va être les Le Pen contre les Philippot. Hein, ça va se régler à une famille en or. Et il a aussi regardé 5 Picards alignés dans un champ. Un paysan en manque a cru que c'était la livraison annuelle de Karine Le Marchand et a commencé à les tripoter. Et Philippot a également débauché Bonnie Tyler, hein, et le chanteur Noam. Bref, il y a du lourd. Enfin le grand gagnant de la semaine politique, c'est Gérard Larcher qui va rester président du Sénat jusqu'en 2060, on va le congeler, hein, et qui a parlé avec devant la bouche des micros en pleine crise d'épilepsie. Hein, on a vu des pornos avec moins de mouvement. Depuis Jack Lang sur le char des Colombiens, on n'avait pas vu un truc bouger comme ça. Voilà, c'était la première partie de Mes Terriens du dimanche. Bravo. À tout à l'heure pour la suite. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour Les Terriens de Tanguy Pastureau. Le retour, bravo. Et maintenant, c'est le winner de l'actu. La semaine dernière, Mustapha El Atrassi a gagné. Mais comme il vous remplaçait, Mathieu, c'est votre nom qui est sur l'ours rouge, évidemment. Très bien. Bravo, Mathieu. Alors, qui remportera l'ours rouge cette semaine? Suspense. L'ours rouge. Sans bosser. Attention. Angela Merkel vient d'être réélue à la tête de l'exécutif allemand. C'est vrai.
parmi ces anecdotes concernant Angela, lesquelles sont vraies. La Stasi a voulu la recruter comme espionne. Enfant, elle voulait être patineuse artistique. Le soir de la chute du mur de Berlin, elle était à poil dans un sauna. Dernière proposition, elle a pris sa première cuite à 18 ans. Enfant, elle voulait être Stasi, oui, la recruter. La Stasi, j'ai dit la Stasi. Stasi patineuse. J'ai dit la Stasi. Mais attends. J'ai dit la Stasi. Tu as dit la Stasi. T'as perdu. Tous dit la Stasi. Tout le monde la Stasi. Ah, je suis très sûr de moi. C'est quoi? Patineuse artistique. Patineuse artistique. Envoie le point. Stasi. Et cuite. Je rajoute cuite. La torcherie. Ok, toi. Moi, j'ai dit qu'elle faisait du patinage artistique bourré. Mais tous ont l'air vrais. Hein. En fait, toutes les réponses ont l'air vraies. Oh putain, est-ce qu'elles sont toutes vraies? Oui. Ah, il y a Ouais. ça. Ah bah ouais. Ah si. Ah si. Ah si. C'est lui qui a... Bah oui. Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui. C'est lui. Ouais. Ne vous emballez pas, il y a d'autres questions. Mais il faut reconnaître que là, c'est Franz qui a eu l'intuition de dire et si tout était vrai. Je vous demande. Quoi? Oui, si, c'est lui. Je vous demande de vous. Il est jaloux, hein. Oui, je suis jaloux. Mais c'est un sentiment humain. J'assume ma jalousie. Voilà. C'est mignon, ça. Mais bien sûr. Ça, c'est mignon. Tu devrais être journaliste. Non, non, non. Non, là, tu vas trop loin. Non, là, non. Tu m'insultes, là. Alors, oui, non. Attention. Qu'a déclaré Donald Trump à sa femme Melania après la prise de parole de cette dernière devant les troupes de l'armée américaine? Faut travailler dur pour se payer une femme comme ça, les gars. C'est bon, vous pouvez enlever le prompteur. Ma femme est comme moi, elle est formidable. Merci chérie pour ce discours. Allez, va t'asseoir maintenant. Merci, Ma femme est comme moi, elle est formidable. Elle est formidable. Elle est formidable. Ma femme est comme moi. Toutes les réponses sont bonnes. Il s'est comporté vraiment comme un gougnafier à la fin de ce discours. Elle a fait son discours et il est arrivé vers elle, il lui a serré la main d'une façon, avec une froideur Qu'est-ce qu'il lui a dit? atroce. Je pense qu'il lui a dit « Merci pour ce discours, va t'asseoir maintenant ». Bravo, Raquel Garrido. On regarde le review. Great pleasure to introduce my husband, the President of the United States, Donald Trump. Thank you very much. Je vois très bien que c'est un couple qui bat de l'aile depuis le début. Ouais. Oh là, tout ça est totalement artificiel depuis le premier jour. D'ailleurs, à mon avis, depuis plusieurs années. Donc c'est là, ça continue. On se rend compte à quel point on a de la chance d'avoir le président Macron et Brigitte. Oui. Attention. Comment s'appelle la maire du 9e arrondissement de Paris? Alexandra Soublé, Anne-Sophia Lapex, Corinne Lamarchande ou Delphine J'attendais. Je suis dans le 9e. C'est moi. C'est pas vrai. C'est moi. J'habite le 9e. C'est ma mère. Dans mes papiers. Attention à faire un replay. Moi pour moi, à mon petit niveau, c'est Golnadel, Delphine. J'attendais. Je suis dans le 9e. C'est moi. C'est pas vrai. Désolé, c'est William. Bien sûr. Non. Quand même. On va parler de votre ami François Hollande. Qu'est-il arrivé de palpitant à François Hollande la semaine dernière? Il s'est rendu compte qu'il a été élu. Oui. Il a été élu président le plus détesté de toute la 5e République par le site Hard News. Il a été intronisé membre de la confrérie du melon. Il a signé des autographes à des touristes japonais qui pensaient qu'il était encore président. Ah, et ça, c'est pas mal. Il n'est rien arrivé de palpitant. Le melon. Il est bon. Toi aussi, t'es dans la confrérie du Je l'adore. Alors, attends. Moi, j'ai accepté une seule décoration dans ma vie. Effectivement, c'est la seule.
C'est la confrérie du melon de voilà. Cavaillon. De Cavaillon. Ça va pas. De Cavaillon. Alors, il y a conflit melon. C'est comme ça, Il y a conflit d'intérêt, là. C'est l'oligarchie. Il y a conflit d'intérêt. À l'avocat. À l'avocat. À l'avocat. La mort dans l'âme. Il y a conflit d'intérêt. Il fallait que tu te déportes. Vive le melon de Cavaillon. De mon appartenance à cette institution, je ne peux pas répondre à la question. Et voilà. Exactement. Ça s'appelle le pas du déport. tout, pas du tout. Moi, j'habite Parce que je Cavaillon. milite pour le melon de Cavaillon. J'habite Cavaillon. T'as le melon aussi, Ben d'ailleurs. oui, voilà, j'aurais dû gagner. Bah oui. Bon, attention. Qu'est-ce que le phénomène des Stoner Moms aux États-Unis? Un collectif de mamans qui revendique une éducation stricte et à l'ancienne. Une association de mamans qui lutte contre l'addiction des ados aux drogues douces. Un groupe de mamans qui assument fumer du cannabis. Un mouvement politique hippie qui milite pour l'accouchement sous Le cannabis. Contradiction. Le cannabis. Contre le cannabis. Ils assument le Madignan, cannabis. le cannabis. Écoutez, j'habite dans le 9e, je suis passé par Cavaillon. Et dis-moi, Mathieu, tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Un petit peu. Viens voir à Marseille. Mais, on va t'arranger ta gueule. mais je connais Marseille. Ouais. Mais en fait, t'habites où, en fait? J'ai jamais Je sais compris. pas très Tu bien. t'adaptes, toi, en Bah, fait. je suis nomade, moi. Attention. Quel est le slogan de la nouvelle campagne publicitaire du MEDEF? Oui. Ça, c'est pour Raquel. Le feignant, c'est celui qui ne travaille pas. C'est trop con, c'est pas possible. Un patron, c'est aussi un ami. Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail. Ou si vous voulez- L'école avec l'école. Franz Olivier Gisbert. Je l'ai dit. L'ours rouge est attribué à Franz Olivier Gisbert. Revenez, Gisbert. Ah, ils mettent mon nom, oui, d'accord. Ah, ils mettent son nom. Putain, moi, il jette le mien, du coup. Ouais. Ah ouais, t'as Ah, vu Non, stop. C'est pire que tout. Ils ont écrit Franz-Olivier Gibert comme Gibert jeune. Mais c'est pas Gibert jeune. Il est super vieux. Moi aussi, j'ai le même âge que toi. Ça me francise, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, ça c'est vrai, ça te donne un côté tu vois, ça fait, saucisson. ouais, franchouillard. Ouais, franchouillard, saucisson. Baguette, tout Parce que ça, France, c'est très bien. c'est Béret un peu basse. français, Oui, béret. voilà. Oui, c'est très bien. Et les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche, on passe en zone libre. Cette semaine, Jérém Sarr s'est laissé tenter par le tantrisme. Il se prend pour le maître yoga en faisant vibrer son yin et son yang. On regarde. Bonjour. Enchanté. Éléonore, enchantée. Je suis venu avec une amie féminine. Enchantée. Parfait. Pour cette première initiation. Je vous en prie, Merci. allez-y, entrez. Le tantra, en fait, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe le yoga, la méditation, les rituels religieux, le chamanisme. Et il y a une partie, en effet, qui est liée à la sexualité parce que le tantra travaille avec l'énergie sexuelle. Mais concrètement, on va être en contact. Vous allez être en contact. Emma, vous allez vous asseoir sur ses genoux, sur ses jambes. Rapprochez-vous. Donc une fois que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir rapprocher vos bouches l'une en face de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de créer un contact. En fait, vous allez partager le même souffle. Mais c'est sale. Au-dessus de mes forces. M'allonger sur elle. Oui. Donc là, je me mets comme ça. Et vous pouvez mettre vos mains sur ses cuisses. Non, mais c'est un sketch, non? En fait, c'est juste explorer le corps, toucher. Il faut juste s'abandonner au toucher. Bon, c'est quelque chose à faire avec quelqu'un avec qui on est confortable, évidemment. Et surtout qui nous plaît. Placez votre main ici. Oui. Et puis juste essayez de
prendre conscience de l'énergie dans son corps et des tensions. Vous pouvez passer votre main sur ses épaules, sur son dos. Voilà, oui, hein. Voilà. C'est ton ex, hein, Loulou. Alors, l'idée, c'est pas vraiment de faire un massage, parce que l'idée, c'est d'aller au-delà de l'enveloppe corporelle et de ressentir ce qu'il y a en dessous. C'est un exercice qui permet de se détendre, de se synchroniser les respirations. Il faut que ça soit agréable, en fait, pour les deux. Vous pouvez aussi inverser. Ah non. Moi, pour l'instant, ça me va, j'arrive enfin à me détendre. Et en fait, vous êtes un peu, comment dire, conseillère sexuelle pour les couples en crise, non? Oui. C'est vrai? Oui. Ça rapproche des gens qui ne font pas de câlins, non? Oui. Absolument, absolument. Oh, mais génial! Bah, dis donc. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que c'est des personnes qui sont stressées, qui sont angoissées, qui vivent à 100 à l'heure et qui ont besoin de ce temps de pause et de connexion à soi. J'aime beaucoup cette philosophie de vie, cette manière de voir les choses, je trouve ça formidable. Mais faut avoir la foi. En tout cas, merci, c'était super malaisant. C'était rigolo, on a bien rigolé. Oui. En tout cas, moi, là, j'ai qu'une seule envie, repartir en hurlant. Ah non, moi, rester calme, plus de 5 minutes, ça relève de l'exploit. Extraordinaire. J'aime ça entre nous. C'était votre première fois avec une fille à ce point-là? Bah alors justement, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais faire cette séance avec un homme ou avec une femme? Et puis c'est vrai que toute l'année, je suis en contact avec des poitrines comme ça sous le nez dans la baignoire. Je me suis dit, il est temps d'avoir un vrai contact avec un corps étranger. Quel effet ça fait? Ah bah oui, totalement étranger pour moi. Quel effet ça fait les femmes alors? Ah bah c'est pas méchant, mais ça m'a quand même provoqué un peu de dégoût. Hein. Oh non! Je sais pas non plus vomi, mais bon. Non, mais attendez, moi je trouve qu'il est formidable, excusez-moi. Ah bah oui, il est formidable. Qui ose dire ça aujourd'hui? Non, mais c'est vrai. C'est un hypocrite qui se l'est envoyé, moi je connais. Non, mais après je vais pas me mettre le doigt dans la glotte, mais bon, en tout cas, ça me conforte dans mes choix sexuels. Bon, le tantrisme. En tout cas, le tantrisme, moi, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un phénomène dont on parle de plus en plus. Ça fait 1500 ans qu'on parle du tantrisme. Voilà, qui est né d'ailleurs en Inde. Et qu'est-ce que c'est le tantrisme? C'est l'exploration de ses sens pour arriver à un état d'éveil total jusqu'à un orgasme. Et cette femme m'expliquait que... Arrête, j'ai une érection, là. Moi, j'en ai pas eu. Hein. Ça s'est rapetissé. Vraiment. Bon, en tout cas, elle m'expliquait, cette dame, qu'elle arrive à résoudre beaucoup de problèmes de couple, beaucoup de problèmes d'érection. Fog, je te donnerai le contact. Comment il t'a attaqué? Non, mais voilà. On arrive à une époque où vraiment... On ne respecte plus les yeuves. Sur ce qu'il a montré, qui est absolument extraordinaire, parce que c'est fascinant à voir, hein, puis si c'est un homme et une femme, ça va être super excitant. Et ça rappelle beaucoup, parce que c'est très ancien, le tantrisme, quand tu le rappelais avec ta grande culture, mais il y avait aussi autre chose au Moyen-Âge qui s'appelait l'amour courtois, où les gens se mettaient côte à côte, se disaient des mots d'amour pendant toute une nuit, sans se toucher, évidemment, avec des érections, des orgasmes maous. Des conneries. Et oui, et c'était le comble de la jouissance, c'est-à-dire on ne se touche pas, on se parle et on se dit qu'on s'aime. Essayez les cocos, vous verrez que c'est génial. Ça, je fais ça, mais tout seul, et ça marche à mort. Après, c'est un phénomène un peu à la mode, c'est comme le yoga, tout ça. Moi, perso, j'arrive pas à me concentrer, donc c'est un peu compliqué. On a souvent vu dans cette émission comment mieux vivre seul, en s'alimentant avec des tomates provençales. On a vu comment mieux respirer chez soi. Bon, bah là, c'est comment mieux vivre à deux. Et c'est vrai que voilà, cette semaine, c'était un sujet, ma foi, qui me fait... Je vais vous dire un truc, j'aime ça. Vous avez une réelle utilité sociale. Bravo. Comme de gros, là. Franchement, il prend des risques, le mec. Hein. Le mec, il va au bout. Hein. Je voulais proposer un petit truc. Pour le coup, voilà, j'ai décidé cette semaine de faire dans la douceur. J'en ai ras-le-bol, moi, c'est vrai, sur ce plateau, de me recevoir des postillons là, avec les débats politiques. Je me regarde. Je propose donc un câlin collectif. Ah ouais. Allez. Pas prendre des peu. Écoutez, moi ça va. Oh là là, on dirait un vieux Jackie et Michel. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Jackie et Michel. C'était la P2, les terriens du dimanche. On se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastureau et la zone libre de France d'Olivier Gisbert qui a rencontré Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite.
les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Franz-Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles William Le Nadel, de Monia Cachemire, de Mathieu Madénian et de Jérém Starr. Et maintenant, le terrien du dimanche, en carte blanche, on passe en zone libre. Interview sans cravate, pour le coup. Hein. Vous êtes allé agiter le chiffon rouge, Franz-Olivier Gisbert. Vous êtes allé interviewer Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Hein. Et puis Jean-Claude Gaudin, après. Le problème, c'est qu'il va être maire de Marseille, en fait. Alors, il y a un problème, c'est clair. Qu'est-ce que va faire Mélenchon? La greffe Mélenchon, bon, il semble quand même qu'elle a pris. Hein, c'est clair. Les Marseillais aiment bien Mélenchon. Enfin, pas tous. Mais enfin, il y a quand même une grande partie. Comment il l'appelle, la Méluche? Oui, la Méluche. Il y a quelque chose de très sympathique chez lui. Et il y a la même chose chez Jean-Claude Gaudin. C'est intéressant parce que Jean-Claude Gaudin, de toute façon, c'est Saint Jean-Claude Gaudin. À Marseille, c'est la bonne mère. J'adore l'accent de Gaudin, qui est un accent marseillais chic. Oui, voilà. Et c'est un personnage énorme. C'est Pantagruel, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, ils sont là, face à face, les deux. Et bon, c'est une histoire, on ne sait pas trop comment ça va se finir. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne se présentera pas à Marseille. Racontez pas tout. Bah, vous allez voir. Non, vous allez voir. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. L'atterrissage de Jean-Luc Mélenchon à Marseille a-t-il réussi? Le chef de la France insoumise sera-t-il finalement candidat à l'élection municipale de Marseille? Il y a beaucoup de gens en France qui s'interrogent, et pas seulement à Marseille. Ça tombe bien. On va aller voir Jean-Luc Mélenchon, et puis après on demandera son avis à Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Qu'est-ce que vous faisiez là? On était à la manif. Ah, laquelle manif? Ah, c'est des profs. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et Marseille? J'ai l'impression qu'il y a de la passion dans l'air, non? Ah ben, pour l'instant, c'est le temps fort après les épousailles. Hein. Vous savez, quand vous arrivez à Marseille, il y a deux réactions possibles. Vous détestez la ville, parce que vous supportez pas, parce que c'est la pagaille, à votre avis, parce que c'est bruyant, etc. C'est comme les gens qui connaissent rien à l'opéra, vous voyez? Ils écoutent, ils entendent des glapissements. Et ça les exaspère. Et puis, il suffit une fois, vous tombez sur le beau moment d'opéra qui vous attrape, et c'est fini, c'est pour la vie. On parle de vous aussi pour la mairie. Ah bon? Non, mais oui. Il y en a qui se prennent les pieds dans le tapis, quoi. Je veux dire, ils parlent de moi, parce qu'ils ne savent pas parler de quoi d'autre. Bah non, mais il y a des gens qui le disent. Il y a des candidats de droite... On ne peut pas empêcher les gens de parler, hein. Non, mais les candidats de droite, ils me font marrer. Enfin, si j'ose dire, parce qu'il y a quelque chose d'obscène, quoi, dans cette affaire. Monsieur Godard a dit qu'il s'en allait, d'accord? Ils sont là, c'est donc 4 ans. Ils sont déjà en train de creuser son trou. C'est insupportable. Moi, je vais leur donner un conseil. Monsieur Muselier et les autres, là, vous voulez tous être maire de Marseille, d'accord? Pour être maire de Marseille, ne jetez pas de pierre à Godin. Faites-vous aimer, vous. Donc, Mélenchon, maire de Marseille, il pourrait... C'est une obsession. Il pourrait... Le gars, il veut pas me lâcher. Il pourrait remédier à tout ça. Non, il y a sûrement des gens plus compétents que moi. Oh, non, mais pour l'instant, c'est M. Gaudin, le maire, jusqu'à... Oui. Non, mais je le répète, parce que ça fait enrager M. Muselier et les autres. Hein. Il va falloir qu'ils attendent. Hein. Bon, maintenant, on arrive à la mairie de Marseille, voir Jean-Claude Gaudin, le grand homme de la ville, qui va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Vous n'allez pas être déçus. Bonjour, Franz-Olivier. Bonjour, comment ça va? Tout va bien? Ouais. Est-ce que vous croyez que la greffe Mélenchon est en train de prendre aujourd'hui? D'abord, Mélenchon, il s'est fait élire député des Bouches-du-Rhône, certes, dans une circonscription très à gauche. Mais lorsqu'il dit c'est bizarre que Gaudin soit maire depuis 22 ans dans une ville qui n'est pas à droite, je rectifie un peu. C'est pas parce que le maire est de droite que la ville est de droite. Mais la ville n'est pas de gauche non plus. Elle est populaire. Elle est populaire et elle veut un maire populaire. Et en cela, il peut être une inquiétude pour mes éventuels successeurs. Mais il a plutôt envie de la présidence de la République, non, quand même? On a l'impression qu'il est venu ici un peu pour essayer de comprendre la France. Alors soyons clairs maintenant. Il est venu me voir avant les élections législatives
en me disant qu'il voulait être député et que son ambition était de conduire sa formation politique sur un plan national et que visiblement, à ce moment-là, il n'était pas particulièrement intéressé par la mairie de Marseille. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu, attention, quand on dit jamais, ça veut dire pas pour l'instant. Allez, merci, fils. Bravo. J'adore Mais Godin. quel charisme, ce Godin. Elle est géniale. Et Mélenchon est pas mal non plus dans le même genre. Ouais. Même si on n'est pas d'accord, il faut Alors, est-ce que vous croyez à Mélenchon, maire de Marseille? Non. Vous savez pourquoi? Parce que l'élection présidentielle est en 2022, Ouais. et qui veut quand même être candidat à l'élection présidentielle. Et la municipale, elle sera en 2020, aujourd'hui, mais vraisemblablement en 2021 avec les élections de métropole. Et donc, ça ne le fera pas. Parce qu'il ne va pas aller se présenter à Marseille avec Alors l'idée de la qu'il peut être présidentielle président de la après. République, Oui, ouais. voilà, il va essayer de jouer ce coup-là, en tout cas, après. Donc, j'y crois pas. Mais en même temps, il a un œil là-dessus. Et c'est vrai que quand on est à Marseille, quand on vit à Marseille comme moi, on voit bien qu'il fait partie des personnalités de la ville. Et c'est un ancien de Tanger, lui, hein, tout près, Maroc, en face. Et il a pris des codes. Il a l'accent Mélenchon, il a un peu pris de un chez lui. point Il n'a d'accent. pas encore l'accent de Godin, mais vous allez voir, ça va venir. Ouais. Alors Raquel, attendez, il fallait voir la tête de Raquel regardant Mélenchon à CTV. Justin biche. Bieber. Je biche. Et Justin Bieber quand Jérém Sarr le regarde. Ouais. Moi, j'ai beaucoup passé de temps à Marseille ces dernières semaines et ces derniers mois. Et Mélenchon a été adopté tout de suite comme une figure de la ville. Et par exemple, il y a des bars où j'en ai été témoin, où le gars, celui qui la ramène un petit peu plus, tout le monde l'appelle Mélenchon. Donc dans chaque bar, oh Mélenchon. Donc Mélenchon, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est juste le Marseillais qui est dans le bar et qui la ramène. Donc moi, je pense que Marseille mérite un maire insoumis. Oui, alors attends. Je vais quand même dire une chose. J'entends très souvent, parce que j'entends les gens parler, c'est vrai qu'ils aiment bien Mélenchon, mais... Ah non, mais on ne peut pas... Si t'aimes parachuter. Et les Marseillais, ils volent des Marseillais. C'est comme un insoumis marseillais, ça serait parfait pour Ah non, mais il n'est pas Marseille. Marseillais. Il faut être né, il faut montrer sur le passeport. Voilà, je suis né à Marseille. Non, c'est pas vrai. Ah non. L'état des poubelles. Voilà, être Marseillais, c'est facile parce que tout le monde il vient est des pas de bateaux. Marseille. Tu Et sais puis, comment on dit? il a découvert attends, Marseille tardivement. C'est-à-dire, on voit bien, quand on voit l'histoire de tous les maires de Marseille, c'est des gens qui étaient là depuis le début. C'est une ville très particulière. Ça n'est pas Paris. Ça n'est pas Paris. Tu peux pas t'improviser. Attendez. Dites pas du mal de Gastounet, il a libéré la ville quand même. Bah ouais, bien sûr, et puis il a pris le journal dans la foulée. Et puis plein de trucs après. Parce que ce sont les Américains qui ont libéré la ville. On ne peut pas un dire mot ça. là, on n'a pas le temps, un mot. Non, mais ça va pas. Non, pas un mot, je vous trouve très aimable. Pardon, d'être un peu douché votre enthousiasme. William, s'il te je vous plaît. trouve un peu trop... On est complices d'habitude. Ouais, non, mais pas Là, c'est pas ce soir. là-dessus. Pas Pas ce là-dessus. soir, Je non, trouve, William, s'il te je plaît. trouve la complaisance par rapport à un type d'extrême gauche. Je suis complaisant maintenant. Moi, complaisant. Si tu veux, Non, mais sérieusement. la même Non chose. mais Franck, c'est vrai que La même t'aimes chose, bien Mélenchon. la même chose par rapport à Jean-Marie Le Pen, on aurait hurlé. parce que Mais c'est pas pareil. oui, toi tu dis que c'est pas pareil. Y a pas que Tu me moi. permettras. Les Marseillais Tu me considèrent que ce n'est pas pareil. Je suis libéral. Et d'ailleurs, Donc, il est- Sacha Polony nous le rappelle assez. Je suis européen. Je suis libéral. C'est pas aller au J'ai jugement. pas les idées de Mélenchon. J'ai le droit de trouver Mélenchon Mais sympa. je suis certain, mais je suis certain qu'il est sympathique. Le problème n'est pas la sympathie, le problème est la dangerosité, et je vous trouve un peu trop complaisant, c'est tout. Un mot. En tout cas, ce Fogg, il est en train de nous la faire à l'envers parce que toutes les semaines, on a quand même une carte postale sur Marseille, les quartiers nord, les tomates. Mais c'est il sympa, gagne Marseille. des électeurs et moi, je le soupçonne d'être en mode infiltration pour Ah, se c'est le mot de la fin. Eh oui. Bravo, ouais. Cousine, on est Marseillais. C'est Josie de Josie Coiffure. Et mesdames, messieurs, nous passons maintenant à la preuve par l'image. Et si Emmanuel Macron devait rendre visite à des commerçants de votre quartier, jusqu'où irait-il pour lui plaire? Voici la preuve par l'image. Je me présente, responsable communication des visites officielles pour le mouvement En Marche. Donc nous, si on vient sur le quartier, c'est en vue de la visite du président Macron. Ouais.
qui sera fait d'ici quelques jours. Normalement, c'est prévu samedi de 14 à 15h. Samedi là, Ouais, samedi là. Nous, on souhaiterait que les commerçants soient partenaires avec nous, on va dire ça comme ça. C'est vous le propriétaire du truc? Voilà, de dire que voilà, depuis Macron il est passé, j'ai pu prendre des apprentis, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, des petits mensonges. Mais attendez. C'est pas un peu gros, ça? Vous êtes un professionnel de la restauration, vous faites des bagels. Moi, je suis un professionnel de la com. Nous, notre truc, c'est de redonner confiance aux Français avec ces images-là. Très bien. L'intérêt à vous aussi, c'est pas que ce soit trop gros, quoi. Non, pas trop gros. Nous, on charge de ça. Ok. Donc on est d'accord, on parle là-dessus? Ah, mais bien sûr. Parler en bien sur sa politique. Et si vous pouviez... Ah ouais. C'est pas bien, ça. C'est-à-dire, c'est pas bien. Ah bah, vous me dites, parler en bien si j'ai des trucs... Oui, si vous avez des choses bien à dire. Mais si vous avez des choses mauvaises à dire, gardez-les. Après, moi, je veux pas jouer un rôle et tout, je veux que quelqu'un me... Non, pas jouer un rôle. Moi, je vous... C'est de la télé, c'est de la com. Est-ce que vous pouvez faire semblant d'avoir pris un apprenti? Je vais pas faire semblant, puisque j'aimerais embaucher plus de monde et je Oui, peux pas. d'accord, mais nous, face aux caméras. Du coup, je peux pas lui dire à lui alors que c'est pas vrai. Mais nous, Alors derrière, que j'aimerais qu'il change les choses. on vous court. Les caméras viennent, vous dites simplement que voilà, vous êtes content du bilan politique, de sortir de 3 tchatchs comme ça. C'est de la politique, moi je fais pas de politique. Oui, mais nous non plus, nous on fait de la com. C'est possible de me dire que vous avez voté pour lui au premier tour aussi? Non, Même si c'est pas vrai. Moi, je veux pas vous mentir, je vais pas voter pour lui. Vous n'avez pas voté pour lui? Ah non. Ok, très bien. On n'est pas obligé de le dire devant les caméras. Stanislas, vous pouvez me sortir visuel quelques affiches pour la première dame. Est-ce que vous accepterez d'en coller une? Hein? C'est pas mal quand même. Il voit ça, il est content. Il est content. Non, ça c'est trop... J'afficherai pas I love Macron, j'afficherai pas... Brigitte Forever. Ah non plus, mais non, non. Affiché dans votre magasin. Non, ça... non, je ne peux pas le faire. Bleu, blanc, rouge, Macron champion. Voilà quoi. Là, on est sur un visuel, Brigitte Forever. Hein? C'est possible ça? C'est possible. Vous avez du scotch sur vous? On va le mettre là. Ouais, choisissez une place. Ça va le rendre fou de joie, il va être ravi. Après, le visuel est beau quand même. Ça je sais pas, c'est un peu kitsch, tu vois. On va se mettre dans le truc, je ne suis pas le président Macron, je fais semblant. Mais juste pour voir la réaction. Président Macron, première. Non mais une connerie, Nancy, arrête, tu la stresses. Dites-nous juste ce qu'on veut entendre, nous. Ouais, bah non. Ça va? Bah non, justement. Est-ce que vous pouvez créer une émotion? Faire semblant? Non. Mais si. Mais non, je vais pas faire ça. Allez, c'est parti. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Très bien. Très bien? Enfin, très bien. Ça va mieux depuis que vous êtes au gouvernement. Hein. Ah, c'est gentil. Je constate que bon, je vends plus d'articles. Vous vendez plus depuis que je suis président. Voilà, on sent que les gens ont quand même beaucoup plus de sous. On va mimer la situation, je suis le président. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Très bien, merci. Dites-moi Pierre, oui, je vous écoute. vous avez voté pour qui? Alors moi j'ai voté pour M. Macron. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous dites pas ça parce qu'il y a les caméras? Non, je dis pas ça parce qu'il y a la caméra, bien sûr. Vous n'êtes pas pour Macron, monsieur? Mais c'est pas la question. La question, c'est de faire mentir les gens pour... Non, c'est pas mentir les gens. Sérieux. Mais c'est pas mentir, c'est enjoliver la vérité. Non, il n'y a pas enjoliver. C'est pareil. Il n'y a pas enjoliver, il ne faut pas déconner l'histoire. Moi, je peux voter Macron, mais ce que vous dites là, ça me plaît pas. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour Pierre. Comment se passent les affaires? Bah là, impeccable. Hein. Depuis que vous êtes là, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Il y a 2 fois plus de monde. C'est vrai? Ouais. Ah, bah, je suis très content de ça. Super. Bon alors Macron, il vient samedi, c'est ça? Samedi. Eh, regardez tout ça là. Je vais l'envoyer sur Facebook. Je vais prendre des petites photos, je vais tout envoyer sur Facebook. Allez, à Brigitte. Et surtout, si lundi on se voit comme si on se connaissait pas. Ouais, bah, ok. Mine de rien. Ok. Et voilà, merci à Walid Afkir et à Anthony Espejo. Bravo Walid. Ce Walid, je l'adore. Walid est la star de l'émission. C'est un compromis de la fait, cette François Damien. Il est génial, ce type. Mais je constate quand même qu'il y a beaucoup de gens, ça me rassure, qui refusent d'être dans le turbin. Hein. Ouais. Donc ça me plaît bien. Quant aux autres, c'est super. C'est rassurant sur la J'ai adoré ce truc. Ouais, c'est génial. Natacha. On est presque gêné pour ceux qui acceptent. C'est ça qui est terrible. Et donc ça veut dire que c'est très bien fait dans la mesure où justement ça nous gêne. Bravo. Bon. Oh là! Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour de Tanguy Pastureau pour les terriens de Tanguy Pastureau. Double dose. Et on recommence avec Benoît Hamon, qui a été au Parti Socialiste, que Francis Holm a été au concept de vivre ensemble. Il l'a anéanti et qu'on a retrouvé à la manif le week-end dernier
sale, négligé, coincé entre deux insoumis. On dirait un otage de Daesh dont les djihadistes auraient jeté le Xanax à la poubelle. Et comme tous les losers, Fillon, Valls, Ben Laden, il porte une barbe de 3 jours, ce qui pour lui correspond à la nôtre quand on sort d'un coma de 3 semaines. Il a la même pilosité qu'un loup-garou un soir de pleine lune. Alors oui, les insoumis ont manifesté. On a vu notre Raquel avec des boucles d'oreilles, les insoumis. Même pour la Révolution, il y a des goodies. Quand ils pendront Pierre Gattaz, juste avant, ils lui diront « Allez, t'as pas tout perdu, voilà un pins ». Raquel et Alexis ont fait un selfie dans une manif. Ils se comportent comme nous quand on est à Disneyland, avec un autre insoumis qui a tenu la chandelle. Alors Mélenchon, lui, a posé avec ses poulains tous en écharpe. On aurait dit la cérémonie de Miss France, mais sans les petits culs. Puis Mélenchon a mis son écharpe sous sa veste. Dessus, dessous, il hésite. Superman a le même problème avec son slip. Une manif dont Raquel avait annoncé le succès avant qu'elle ait lieu. Normal, ça fait 20 ans qu'elle se coltine Mélenchon. Elle sait direct combien de gens il peut rassembler. Un anniversaire, 40 personnes. Une soirée strip poker, 1 personne, lui. Une manif, 100 000 personnes. Une élection présidentielle, moins 600 000 personnes par rapport à ce qu'il faudrait. Alors, à cette occasion, le Raquelgate, le public a découvert que cette émission était enregistrée. Je le dis à la campagne de France, non, le dimanche soir, contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas à la télé. Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre anonyme, a lui accueilli des patrons de start-up à qui il a dit « Remain starving and remain crazy ». Ça y est, il parle directement en anglais, la langue des winners. Benoît Hamon avait pris espagnol, première langue. Anne Hidalgo a tweeté, elle aussi, en anglais, avec une photo d'elle en train de sourire. Elle devait être en train de penser qu'elle était au rayon vélo de Décathlon. Benjamin Griveaux, l'enfant ministre, est allé en Corée du Sud. Alors au début, il a eu le mal du pays, puis il a vu derrière lui écrit « Creative Flight », un truc dans notre langue, donc ça allait mieux. Alors il a croisé les ministres des Finances de 50 pays. Ensemble, ils ont fait la danse du blé. C'est comme la ronde des pins, mais en amont. Alors, Mounir Majoubi, vous connaissez, c'est le ministre du numérique. Alors lui, il a visité à Paris la Wild Code School, rue de Poissailles, c'est le nouveau nom de la rue de Poissy, où un geek, regardez, portait un t-shirt. Il y avait un mec qui portait un t-shirt. C'est de la poudre de perlimpinpin, habit le moins adapté quand on croise un élu en train de promettre des trucs. C'est comme de porter une kippa quand on va à Kaboul. Heureusement, Majoubi n'a pas compris, la phrase n'étant pas rédigée dans la langue de La République En Marche. The Republic with your feet, l'anglais. Mais oui, ça y est, mais Thierry, vous êtes ringard. Il va falloir traduire votre nom. Ça fait Hardy Sound. En anglais, vous avez un nom d'enceinte Bluetooth. Alors, Édouard Philippe a ensuite posé avec un ami avec qui il a fait un rapport. 2 pour un rapport, c'est tellement bourgeois, tellement conventionnel. Ils sont tellement pas habitués à bosser que dès qu'ils pondent 4 pages, ils font une photo. Ensuite, ils organisent une grande fête, une partie. Édouard Philippe qui ne sait pas quoi faire de son grand corps et qui se tient, regardez, comme Napoléon. Ce qui est absurde puisque nous, les Anglais, on l'a battu, ce nabo. Alors sinon Ségolène Royal a rencontré cette semaine Bill Clinton, mais aussi Obama. Elle fait tous les retraités. Elle va finir à la croisière âge tendre en duo avec Hervé Villard. En fait, elle ramasse les miettes des autres. C'est un aspirateur de table. Anne Hidalgo, elle, a suivi un stage de secourisme afin de sauver tous les gens qui n'ont pas fait de sport depuis 84, se mettent au vélib et pètent une attaque cardiaque. Regardez, elle s'est entraînée sur un mannequin sans bras ni jambes. Donc pour l'instant, elle peut sauver des Roms au feu rouge. Aux États-Unis, ce pays où les gens parlent notre langue, Melania Trump a fait son potager. Elle maîtrise tellement bien la nature que pour planter 3 carottes, elle a enfilé une chemise de bûcheron. Quand elle va récolter des navets, elle va sortir la tronçonneuse. Et regardez, elle a souri. C'est un grand moment de naturel. Puis elle a rencontré le prince Harry, à qui elle a souri. En fait, elle sourit depuis 1994. À cause du Botox, elle est figée. On peut la mettre telle qu'elle au musée Grévin. Enfin, Kim Jong-un a vécu une semaine normale, c'est-à-dire qu'il a tiré un missile en hurlant « je vais tout péter ». Puis il a assisté à la rentrée scolaire où il est apparu tout mimi avec un cartable rose.
Hein, lui, le matin, c'est Attila, l'après-midi, c'est Hello Kitty. C'est comme si en Birmanie, Aung San Suu Kyi, avant de laisser massacrer les Rohingyas, faisait une petite partie de Pokémon Go. Bref, comme dirait Édouard Philippe, it's a crazy world. Hein, it was a week on the planet. Bye bye the terrien. Bravo! Bravo, c'était Coordination. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, c'est l'heure du choix. C'est à sa place. Point d'interrogation. Alors, cette semaine, je vais vous demander de vous mettre à la place de Florent Pagny. Lundi dernier, le chanteur a annoncé son intention de s'installer au Portugal pour échapper au fisc français. Qu'auriez-vous fait à la place de Florent Pagny? Auriez-vous pris la décision de ne plus payer vos impôts en France? Natacha Polony. Déjà, si j'étais Florent Pagny, j'arrêterais de chanter du Florent Pagny. Mais ça, c'est un autre problème. Pas mal. Mais bon, à part ça, le caméraman à qui il a dit « Moi, je me barre et je ne paye pas mes infos », lui, il va payer ses impôts en France et il va payer un petit peu plus parce que des mecs comme Florent Pagny se barrent. Alors, ils ont le droit de penser qu'ils payent trop d'impôts, ils ont le droit de penser que c'est pénible, mais même quand c'est pénible, ça s'appelle la solidarité. On peut changer politiquement les choses si on n'est pas d'accord. Mais en revanche, on ne se barre pas en laissant les autres payer les hôpitaux, les écoles, etc. Pour vous, Mathieu Madénian. C'est encore le même problème, c'est-à-dire on fait chier Pagny alors qu'il y a certaines sociétés qui vont ailleurs et qui cachent des milliards. En fait, moi, ce qui me choque, c'est plutôt les habits de Florent Pagny. Il faut savoir, et c'est un chiffre qui a été prouvé, un alligator a une chance sur deux de finir en pantalon de Florent Pagny. Oui, et ça, c'est grave. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave que... Ça, c'est bon. Que Raquel Garrido. L'évasion fiscale, c'est la pire plaie qui affecte les pays d'Europe, en particulier la France, c'est 80 milliards par année. Et les gouvernements successifs sont très hypocrites par rapport à ça. Ils font finalement pas grand-chose pour aller récupérer l'argent, alors qu'il y a des façons de faire. Par exemple, aux États-Unis, il y a un mécanisme qui s'appelle le FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, qui oblige les Américains, où qu'ils soient dans le monde, à déclarer leurs revenus, de sorte que s'ils payent des impôts là où ils sont, à la hauteur de ce qu'ils auraient payé aux États-Unis, bah, tout va bien. S'ils en payent moins, ils payent la différence. handicap. Jérôme Star, après c'est vous, on fait le tour. Quand même. Oui, ça fait le tour. Moi, j'ai failli faire ma une d'ailleurs sur ça parce que voilà, je trouve ça aberrant qu'à 54 ans, il ait toujours pas compris à quoi servaient les impôts. Payer ses impôts, voilà, c'est quelque chose de patriotique. Quand on est malade en France, on est content d'avoir des exactement. Et vraiment, ce qui est hallucinant, c'est que ce mec, alors il est content d'aller pomper du fric à ses fans, mais par contre, quand il s'agit de participer, ma foi, au système d'éducation des enfants de ses fans ou de santé, là, il n'y a plus personne. Au bout d'un moment, ça suffit. La France n'est pas un coffre-fort où on pille l'argent et on repart en trottinant avec ses bottines en crocodile. Voilà. Et moi, ce qui m'insupporte aussi... Non, mais c'est vrai. Attendez, vous avez une conscience sociale en plus. Non seulement une utilité sociale, mais une conscience sociale. Depuis que je suis dans cette émission, énormément. Bon, alors Gilles William. Alors, vous savez, Gilles William, qu'au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession, pas d'impôt sur la fortune, enfin... Mais attendez, Thierry, c'est bien gentil tout ce que j'entends là, mais moi, je préfère les gens cash plutôt que les hypocrites. Lui, il dit la vérité. Le nombre de sportifs et d'artistes qui se mettent au garde à vous en disant « je suis patriote » et qui font exactement comme lui. Donc, je préfère déjà les gens qui disent la vérité. Deux, le type, il vit en Patagonie, d'accord ? Il est pas en France comme nous, il vit en Patagonie. Et à Miami. Et à Miami, mais certainement pas la moitié de l'année en France. Non. Donc, le type est dans la parfaite légalité. Et il vit pas au Portugal non plus. Et trois, l'exil fiscal. Il est avant tout provoqué, Madame Garrido, par l'hyperfiscalité française. C'est la première d'Europe. Première d'Europe. Et le maire lui-même, notre ministre, il ne l'a pas insulté, Pagny, comme le minable héros qui avait insulté M. Depardieu. Il a dit, effectivement, on va faire en sorte... On va faire en sorte que tu restes en baissant les impôts. Autrement dit, qu'on arrête le dumping fiscal. Et M. Pagny, qui a déjà payé
beaucoup d'argent en France paiera ses impôts en France. Voilà. Gilles William, Golnadel, mesdames, messieurs. Monia Cachemire. Alors bizarrement, je partage le point de vue de mon... Pourquoi bizarrement Pourquoi bizarrement mais parce que j'étais persuadée que j'allais pas partager son point de vue. Mais... On est en phase complète. On est en phase complète, c'est vrai. Moi, je trouve que on est compatible. Je trouve qu'il y a un truc en Ça est gênant. Ça devient même un peu... Il va passer à la suite, là, tout de suite. Là. Non, mais c'est vrai, en fait, je trouve qu'il faut arrêter cette chasse aux sorcières qui est assez facile en pointant du doigt ces artistes qui sont cash et qui osent le dire, alors qu'il y a des délocalisations qui sont pires. Chaque fois que je suis allé dans un hôpital, chaque fois que j'étais dans un lycée pour faire des conférences, chaque fois j'étais heureux de payer des impôts. Bon, simplement, cette espèce de chasse au panier, franchement, m'insupporte. Pour une raison très simple, c'est un artiste. Regardez sa gueule. Il est complètement à l'ouest. Hein, il vit la barbe et tout. Je me souviens d'une émission où il était arrivé dans une espèce de van absolument pourri complètement, etc. Truc de location, je ne sais quoi, peut-être avec des bonbonnes de gaz à l'intérieur. Il sort, il est habillé, on ne sait pas d'où il vient. C'est ça, Pagny. Oui. Alors, attends. Je dis simplement, là, on est en train de le juger, là, on fait un tribunal de la bien-pensance. Laisse-moi terminer. On fait un tribunal de la bien-pensance. On ne sait même... Attends, je peux terminer. On ne sait pas l'histoire. De toute façon, on s'en fout de ces histoires de fiscalité. Tout ça, c'est une opération de com, une stratégie. À chaque fois qu'il nous parle de ces problèmes d'impôts, c'est toujours parce qu'il y a un disque qui arrive. Aujourd'hui, Florent Pagny, moi, personnellement, c'est vrai. Quand on entend parler de lui, on sait qu'il y a un disque qui arrive. Mais le problème, c'est qu'on ne se souvient pas de son disque ni de ses chansons. La première image qui me vient... Et les terriens du dimanche repassent en zone libre. Eh oui, la désertification des centres-villes n'a rien d'un mirage. Vous êtes allé prendre la température. Oui. Figurez-vous, quand on parle de désertification des centres-villes, ça peut paraître un petit peu virtuel. Vous vous êtes déjà baladé dans des petites villes de province entre 10 000 et 100 000 habitants. Oui. Si vous vous promenez, vous voyez qu'en général, il y a une rue au milieu qui était la rue commerçante. Oui. Il n'y a plus rien. Oui. Voilà. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que les villes de 50 000 habitants en moyenne sont en train de crever et tout le monde s'en fout. D'abord, ce sont les commerces de bouche qui disparaissent, ensuite, ce sont les commerces de vêtements, etc. Et au bout d'un moment, il n'y a plus que des agences immobilières et des assurances. Pourquoi ? Parce que là, ça leur coûte rien, il n'y a pas d'employés, c'est juste une vitrine. Bon. Et le reste est fermé. Alors, on a voulu se promener un petit peu dans une ville, on en a choisi une. Vous êtes allé où ? On est allé à Vierzon. Oh, alors putain, attention. à Vierzon. Ben non, justement. Réagissez pas comme ça. Vierzon. C'est toi qui allais là-bas. Pourquoi on a choisi Vierzon ? Vierzon, c'est en Sologne. C'est le centre de la France. Voilà. C'est dans le département du Cher. Ceux qui ont lu le Grand Maulne, ça leur dit quelque chose, ça les fait rêver. Les autres, ils ceux qui l'ont pas lu. Il y a 13% de chômage, c'est beaucoup. Mais c'est une ville qui a encore de l'industrie. C'est pas une ville qui a tout perdu. Et pourtant, un tiers des commerces, depuis 15 ans, ont disparu. Alors, on est allé voir un lanceur d'alerte local. Il a un blog, il s'appelle Rémi Beurion. Et il nous a fait visiter la ville. On va le suivre. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Je suis né ici il y a 49 ans. J'ai connu Vierzon avant. Je connais Vierzon aujourd'hui. Bon, ça m'attriste de la voir telle qu'elle est. Quand on arrive en ville. En fait, ici, c'était la boutique d'un tailleur. C'est pour dire la richesse de la rue, quoi. Après, c'est devenu un salon de thé, bon, qui a périclité. Il y a des petits voyous qui ont cassé les vitrines, donc on a mis ce que j'appelle, moi, les vitrines en bois. Et ce qui est le cancer, en fait, des rues commerçantes, c'est ça, c'est les vitrines en bois. Voilà, c'est un no man's land. Là, c'est une énorme boutique d'objets de luxe, un petit peu, qui s'appelait le Beffroi. Le Beffroi, c'est notre petit monument. Pareil, quand ça a fermé, ben, personne n'a repris derrière, voilà. Donc on a peint, on a mis du papier qui est crade. J'imagine, moi, je me mets dans la peau d'un commerçant qui a envie de reprendre un commerce ici. Je me dis, mais je ne peux pas reprendre décemment un commerce ici, il n'y a personne. À Vierzon, il y a à peu près un commerce sur 4 qui est fermé, c'est-à-dire en gros, on a 23% de vacances commerciales. Et quand on multiplie le nombre de commerces qui ont fermé, je pense que ça équivaut à une PME, voire à une grosse usine. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte. Voilà. Je dois dire, c'est le sujet le plus flippant de tous les temps. Mais oui, mais demandez-vous,
Pourquoi on en arrive là ? 23% de vacances commerciales, on appelle ça comme ça. Et parce qu'en général, on construit en dehors de la ville des centres commerciaux. De périphérie. Pourquoi ? Parce que les maires nous expliquent que c'est formidable, ça va faire créer de l'emploi, etc. Et donc, quand on se balade à l'extérieur de Vierzon, pourtant c'est une jolie ville, Vierzon, vous avez vu, il y a des beaux monuments, il y a des belles maisons à Colombages, c'est magnifique. On va aller justement voir ce que ça donne à l'extérieur. D'accord. Alors ici, c'est le parc commercial de Lorette-Sologne qui a ouvert il y a 7 ans, 22 000 m², une vingtaine de boutiques dans un premier temps. Bon, c'est ce qui a contribué, je pense, à finir de tuer le centre-ville. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes de Vierzon ? Oui, bonjour monsieur. Pourquoi vous venez faire vos courses à Éperru ? Je viens surtout faire mes courses alimentaires ici. Ouais. D'abord, le parking, c'est pratique. Ouais. Et en centre-ville, il n'y a rien qui pourrait vous satisfaire ? En centre-ville, le centre-ville à Vierzon, c'est un petit peu catastrophique. Plus il y a de commerce, plus on est attiré. Moins il y en a, moins on est attiré. Et voilà. C'est donc ultra flippant. Toutes les villes de France, moi j'en connais une ou deux comme ça, c'est-à-dire centre-ville mort, périphérie moche. On peut vous citer Issoudun. Mais Issoudun, c'est dramatique. L'histoire. Carpentras est en train de vivre la même chose. Argentan. C'est-à-dire, c'est pas. Enfin voilà, c'est toutes les petites villes sont en train de vivre ça. Et là, vous avez oublié les ronds-points. Parce qu'en plus des ronds-points, où les maires font des statues au milieu qui sont épouvantables. Donc la France est devenue moche. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, la France devient moche. Mais surtout, pourquoi les maires font ça ? Parce qu'ils vous expliquent que ça va faire gagner des emplois. En fait, ça rapporte de la taxe professionnelle. Simplement, ce qu'ils oublient, c'est qu'en moyenne, un emploi créé dans la grande distribution, ça détruit 3 emplois en centre-ville. Des emplois d'indépendants, de gens qui possédaient leur magasin. Tous les petits artisans qui ont fermé là, ils n'ont pas pu revendre leur fonds de commerce, c'était leur retraite. Donc en plus, ça crée de la pauvreté. Il y a un retour vers le centre-ville à Paris. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en province, ça soit pareil ? On pourrait éventuellement le faire, simplement, c'est tout un travail de la part des maires. Pourquoi ? Parce que la grande distribution continue à construire des supermarchés. C'est-à-dire qu'on est le premier pays en Europe en surface de supermarchés et on est le premier pays en construction prévue. C'est-à-dire qu'on va encore amplifier. Et les conséquences, elles sont multiples. On va continuer la visite de Vierzon. Pourquoi ? Parce qu'après, on est allé demander aux habitants ce qui se passe dans le centre-ville. Dans la rue déserte qui est là, figurez-vous que forcément, il y a de l'insécurité. Pourquoi vous allez dans l'insécurité ? Parce que j'aime pas, il y a trop de gens qui sont... Voilà, c'est dangereux, voilà. C'est ça. Je viens de Paris. J'étais venue ici pour du calme, avec mes enfants et tout. Et en fin de compte, arrivée ici, je me suis fait voler quand même mon sac à main. Alors ça m'était jamais arrivé à Paris. C'est vrai qu'on n'a plus vraiment envie de se balader en ville, surtout le soir. Vous vous sentez en insécurité ? Oui, on est quand même, on n'est pas très en sécurité ici à Vierzon, quoi. Les gens ont peur de sortir, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'agressions à Vierzon. Pour des sacs à main, pour des portables, pour des cigarettes. On se fait insulter aussi, beaucoup. J'ai été agressée 2 fois à Vierzon. Et voilà, France. La France fout le camp. Comme ça ne vous a pas échappé, j'ai beaucoup de désaccords avec Natacha Polony. Là-dessus, je trouve ce reportage absolument sensationnel et c'est un des vrais sujets qui se posent à la France. Derrière tout ça, il y a quelque chose que Natacha n'a pas dit par gentillesse peut-être, mais les maires. Bien sûr. Parce qu'il y a une corruption. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Voilà. Corruption. Voilà. Mais corruption, bien entendu. Ils sont payés par les grandes surfaces pour accepter des trucs de dingue. Et si vous voulez, ce que vous avez après... Les centres-villes sont noirs. Tout est noir la nuit. On voit très bien qu'il y a la peur. Et il y a effectivement l'histoire d'arrachage de sacs à main que racontaient ces dames. Et du coup, évidemment, des votes Front National énormes. Alors, il y a la peur. Et ça, on l'a provoqué par notre laxisme, par notre cynisme, et en laissant faire, voilà, toutes ces grandes surfaces qui arrivaient partout, avec des trucs, des plans, etc. D'accord. Et je suis d'accord avec Natacha. François-Olivier Gisbert dit un truc... Je crois que tout le monde est d'accord avec Natacha. Un truc important. En effet, le taux de vacances commerciales dans les centres-villes est directement corrélé au vote Front National. À Béziers, 27% de taux de vacances commerciales. À Lunel aussi, vous savez, la ville dont sont partis tous ces jeunes qui sont partis au Jet. 27% là aussi de taux de vacances dans les deux commerciales. Et tout le sud de la France a un nombre de centres commerciaux délirants qui, en plus, ne vont pas bien parce que les gens, leur pouvoir d'achat, il n'augmente pas. Donc,
Mais à Vierzon, c'est pareil. 30% de la surface du centre commercial n'est pas occupée. Voilà. Raquel Garrido, après William. Le maire corrompu, c'est vraiment le point aveugle de la société française. On parle du pouvoir partout, on critique tout le monde, l'Europe, le président, tout ce que vous voulez, mais le maire, on n'y touche jamais. Alors que je pense sincèrement que le fait de corruption est probablement davantage généralisé chez les maires qu'ailleurs, parce qu'ils ont ce type de pouvoir. Par exemple, transformer une zone où il y a des vignes dans une zone constructible ou en mettre un centre commercial. Par exemple, décider qu'en centre-ville, là où on pourrait faire un parking municipal gratuit, on va mettre Vinci pour faire un parking payant. Résultat, c'est un cocktail de dingue parce que vous mettez, il suffit que vous mettiez, ça va très vite, un parking payant en centre-ville. Un centre commercial sur une zone extérieure qui avant était des vignes, vous avez changé le PL, le plan d'occupation des sols, et ben voilà. Et troisième point, vous ne dites rien par rapport à une politique générale de baisse du pouvoir d'achat. Vous vous retrouvez dans une ville où il y a essentiellement des gens qui ont plus d'argent pour acheter. C'est pas vrai non plus. Pardon ? Pas raconter que le pouvoir d'achat baisse depuis 20 ans en France, c'est incroyable. Mais regarde les chiffres, regarde les statistiques, c'est pas vrai. Sur le constat d'état de déploration des centres-villes, on est bien d'accord, mais enfin, le maire, il a bon dos. L'insécurité dans le centre-ville, c'est pas uniquement parce que il y a des centres commerciaux à l'extérieur. Il faut incriminer. Merde, laisse-moi terminer. Incriminer. Tout est fermé, il y a pas de lumière. Incrimine aussi le laxisme judiciaire. Quant au problème des centres-villes, c'est pas uniquement la corruption des maires. Malheureusement, c'est moins cher. C'est moins cher de mettre des centres commerciaux à l'extérieur qu'au centre-ville. N'incrimine pas la corruption des maires. C'est la réalité des choses. Enfin, un boutique ça coûte rien. Raquel, c'est Natacha qui va conclure. C'est son sujet. Personne n'a dit que c'est le seul facteur d'insécurité, c'était la fermeture des boutiques. Personne n'a dit ça. En revanche, la fermeture des boutiques provoque une part de l'insécurité puisque ça crée du vide et que ça crée de la déshérence. Voilà, bien sûr, tous les lieux de sociabilité meurent. Natacha, deuxième chose, franchement, c'est très clair ce soir. Non mais bien sûr, deuxième chose, c'est aussi le fait qu'il y a en France 4 centrales d'achat, c'est-à-dire c'est du monopole, c'est plus du libéralisme. Donc les mecs sont tout puissants et autour, bien sûr que les maires participent parce qu'ils s'imaginent que ça va créer de l'emploi, parce qu'ils s'imaginent que la modernité c'est formidable. Et bien sûr, et bien sûr qu'il y a aussi les consommateurs et les consommateurs, on peut les comprendre. La dame, ce qu'elle disait dans le reportage, c'est qu'elle va faire ses courses parce que c'est plus simple, parce qu'il y a le parking et parce qu'il y a tout. Voilà. Et à un moment donné, il faut redonner conscience aux gens qu'aller dans les petits commerces de bouche, c'est aussi protéger les emplois de leurs cousins, de leurs frères, de leur famille. Mais c'est pas ça, ça s'appelle la responsabilité. Ça s'appelle la responsabilité. Moi je reste attaché à la douce personne. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, votre talk du dimanche avec Franz Olivier, Natacha, Raquel, Gilles William, Monia, Mathieu, Jérém. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Stéphane Simon. Rendez-vous ici la semaine prochaine, dimanche, 19h05. Et d'ici là, sur c8.fr. Et n'oubliez pas, les terriens n'ont peur de rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.